Alors, on va commencer avec la vision de l'ADEME. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, c'est le bras armé du gouvernement pour mettre en place toute cette politique, entre autres, cette politique de transition énergétique. Et puis, les deux dernières lettres de l'acronyme, ME, c'est bien maîtrise de l'énergie, la priorité qu'on vient d'évoquer à l'instant. Donc, quelles sont les priorités de l'ADEME dans le cadre global de... Normalement, les deux micros sont déjà en route. Quelles sont les priorités de l'ADEME dans le cadre de cette démarche globale de transition énergétique et dans le cadre de ces PCAET, plans climat, air, énergie territoriaux, qui sont les briques de base de la démarche globale. Vision de l'ADEME, attente de l'ADEME par rapport à tous les acteurs qui sont dans la salle, et puis priorité, comme je l'ai dit. Merci de me donner la parole. Alors, vous avez remarqué, par rapport au programme, je me suis un petit peu coupé les cheveux depuis hier. Donc je vais aller à l'essentiel. L'ADEME, je ne sais pas si vous connaissez très bien, on est une structure nationale avec à la fois une entrée qui est une entrée très technique. Voilà, on parlait d'hydrogène tout à l'heure, on teste et on accompagne le test d'énergie, alors nouvelle en tout cas, qui mérite d'être éprouvée. Ça fait toujours partie des sujets clés à l'ADEME, c'est d'accompagner techniquement des sources d'énergie, des sources techniques, de maîtrise de l'énergie, de diffusion des énergies renouvelables, pour lesquelles il y a un risque de réussite partielle, totale, ou un échec total aussi. Et on partage ce risque avec la plupart du temps des collectivités, mais aussi des industriels. Donc ça, c'est une entrée. Il faut retenir que finalement, à l'échelle du territoire, pris individuellement, on l'a vu sur les EPCI, les petites communautés de communes, prendre des risques sur modifier l'intégralité de son parc de véhicules et le basculer complètement sur l'hydrogène, c'est un risque trop important qu'on ne peut pas prendre. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous, et ça c'est un sujet qui a été évoqué par tous les intervenants jusqu'à maintenant, de travailler collectivement sur ces sujets. Donc ça c'est la première entrée, c'est à la fois, vous ne pourrez vous distinguer sur des sujets techniques qu'à condition d'y aller à plusieurs. Et quand on dit plusieurs, ce n'est pas uniquement des acteurs publics, c'est acteurs publics, acteurs privés, c'est collectivement que ça va être pris. Et puis le deuxième sujet, qui est un sujet un peu moins technique, c'est finalement l'accompagnement au changement de comportement. Voilà, on l'a dit, les transitions énergétiques, écologiques, le changement climatique, ça concerne tout le monde. Et il y a du temps aussi à consacrer, du temps d'animation. Il faut faire le relais, il faut passer du temps. Alors, pas uniquement pour faire adhérer de manière obligatoire à des équipements d'énergie renouvelable, mais parfois pour les faire désirer. Voilà. Je pense que moi, ce que j'ai retenu aussi sur les différents plans climat, mais c'est parce que je travaille aussi sur le sujet tout au long de l'année, moi je vois que les bons exemples, c'est qu'il y a aussi une appétence, une envie et des bonnes réalisations déjà à l'échelle du territoire. Quand on fait la cartographie des différentes dynamiques issues des citoyens, issues des exploitants agricoles, des industriels, des sociétés de services, on a toujours un très bon exemple à valoriser. On a des exemples, des retours d'expérience qui ne sont pas assez connus, qui ne sont pas assez valorisés. Et là, la collectivité a un rôle à jouer qui est un rôle alors à la fois d'assurer, réassurer, rassurer ces citoyens qui ont déjà engagé la transition énergétique, leur donner les moyens peut-être d'amplifier le phénomène. Voilà, on ne peut pas se contenter, on est dans une phase où il faut amplifier, donc on ne peut pas se contenter d'avoir des opérations marginales. Donc il faut amplifier ce phénomène et la collectivité est là aussi pour ça. Donc finalement, les deux points clés de l'intervention, c'est à la fois d'un point de vue technique, si on veut tester les méthodes, les techniques d'avenir, il faut y aller de manière groupée, sans se fermer des partenariats publics, privés et citoyens. Ça, c'est une clé d'entrée. Et la deuxième clé d'entrée, c'est que finalement, l'accompagnement au changement de comportement se fera par du temps humain à y consacrer et ne pas avoir peur d'avoir confiance dans les habitants de son territoire qui sont parfois beaucoup plus avancés que la collectivité sur ces sujets-là. Il faut leur donner confiance, les assurer et leur permettre d'amplifier le phénomène. Alors, une question qui se pose souvent, on l'a entendu là tout à l'heure dans les deux témoignages, qui est crédible? On entend tout et son contraire sur la transition énergétique, sur les énergies renouvelables. Ça a été dit tout à l'heure à cette tribune, l'éolien dont la rentabilité ne sera jamais atteinte. On aurait pu parler du photovoltaïque et des terres rares et des métaux rares. Alors, l'ADEME est-elle crédible? L'ADEME reprend une position d'expertise. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là, et depuis quelques années avec cette célèbre étude 100% d'ENR en 2050, qui a été le point de départ d'une nouvelle ère de l'ADEME. Donc là, aujourd'hui, vous construisez vos études avec tout un comité d'experts à chaque fois, vous en sous-traitez certaines parties, et l'ADEME est-elle crédible finalement ?
sans doute l'ADEME est crédible, hein, c'est un peu le but. Pour être le bras armé de l'État, il faut avoir un peu de crédibilité, il faut savoir s'entourer sur ces sujets-là. Le tiers de confiance, c'est un tiers de confiance au service de l'État. L'important pour nous, c'est que vous ayez des tiers de confiance à proximité, des gens qui soient capables de vous accompagner. On parlait des services de la DDT tout à l'heure, on parle des services du SEHV. Ce sont aussi pour vous des tiers de confiance sur ces sujets. Voilà, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés. Ceci étant, on a des gens compétents, on a des sujets qui sont éprouvés. Quand vous construisez une chaufferie bois, c'est souvent la première que vous faites, c'est sans doute la dernière aussi parfois que vous faites. Il n'y a aucune chance pour que vous la réalisez bien du premier coup. L'important pour nous, c'est que vous ayez bien ce tiers de confiance au niveau local qui soit la structure qui va éprouver cette expérience une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis qui à un moment donné aura une taille suffisamment critique, suffisamment importante pour que les bons exemples, les bonnes pratiques puissent se reproduire. Pas de manière illimitée, mais enfin se reproduire régulièrement. Et puis l'importance du tiers de confiance au niveau national, c'est aussi de donner la direction, la ligne. Voilà, alors c'est contestable, c'est discutable, c'est pour ça que l'intérêt c'est de s'entourer quand on produit ce genre d'études, mais c'est de donner une direction. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de me dire quelle sera la mobilité de demain? Moi, je peux vous dire ce qu'elle ne sera pas, sans doute, la mobilité de demain. Pour autant, on n'a pas toujours la solution face à nous. On sait bien, la loi, maintenant, c'est un sujet qui est... Alors, ça doit dater de 2017. Il n'y aura sans doute pas de véhicules thermiques qui seront encore vendus d'ici à 2040. Voilà. Mais entre maintenant et 2040, qu'est-ce qui va se passer? On parle d'hydrogène, on parle d'électricité, on parle de covoiturage, de mobilité active. C'est tout un agglomérat finalement de solutions qui sont des solutions qui sont déjà éprouvées pour certaines et puis d'autres qui doivent faire leurs preuves. Donc ça sert à ça aussi d'avoir une expertise au niveau national, c'est de pouvoir donner un avis à l'heure actuelle qui fasse que finalement dans l'exploitation de votre plan climat, vous n'allez pas trop vous tromper en suivant cette ligne. Et puis alors vous l'avez dit tout à l'heure, l'ADEME qui accompagne, l'ADEME qui soutient, vous mettez en place des outils, des moyens. Vous venez de citer la chaufferie bois, première et dernière d'une collectivité. L'ADEME est là, l'ADEME aide, le fonds chaleur est là. Depuis longtemps, on attend qu'il soit pérennisé, voire même doublé. Alors, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, sur le fonds chaleur? Alors, je ne peux pas vous dire qu'il va être doublé. Je peux seulement vous dire que oui, effectivement, c'est plutôt le seul budget qui est sacralisé à l'ADEME, hein, le fonds chaleur. Et à la limite, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous avez sur le département une structure qui est capable de porter des projets pour vous sur ce fonds chaleur pour le consommer, ce qui n'est pas le cas partout. Hein. Vraiment, quand on fait, moi j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, de travailler sur l'ensemble de la région, on voit une dynamique sur ce département qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc c'est important d'avoir des tiers de confiance sur le déploiement du fonds chaleur. Je dirais qu'à la limite, c'est quasiment le seul sujet d'investissement à l'ADEME pour lequel on a un peu d'anticipation. Alors on ne sait pas s'il va doubler, on espère qu'il va augmenter toujours ce fonds chaleur, mais autant le doubler c'est important, mais savoir le dépenser intelligemment c'est aussi important. Et c'est important pour nous d'avoir un intermédiaire entre guillemets sur le territoire qu'est le SEHV pour monter des projets qui sont des projets pertinents. Et puis d'autres lignes directrices budgétaires à la limite, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on sait que pour l'année 2020, on a l'équivalent de 50 millions qui seront dédiés à l'accompagnement des solutions hydrogène, des premières solutions hydrogène en termes de mobilité. Alors pas forcément pour les TER, je crois, au vu des projets qu'on a vu déposés sur la région, c'est pas forcément du TER, mais effectivement, il y a des crédits comme ça qui sont un peu sacralisés, à la fois sur les points durs. Le fonds chaleur, c'est un point dur. C'est pas des technologies qui sont neuves. Hein. Mettre de la chaufferie bois, c'est pas complètement neuf. Pour autant, le bois de chauffage n'est pas systématiquement installé au remplacement d'une chaufferie. Donc, il y a encore besoin d'un accompagnement financier. Et puis, des techniques, des technologies qui doivent faire leurs preuves et pour lesquelles l'État, via l'ADEME, partage le risque d'un échec, d'un ajustement au fil de l'eau. Et c'est le cas de l'hydrogène. Oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que vous êtes le référent pour Corrèze, Creuse, Dordogne et Haute-Vienne. C'est ça? Donc s'il y en a qui dans la salle en font partie, j'en doute pas, vous allez avoir des questions au moment des questions de la salle. Merci Cédric Sousse. Alors Didier Borel, directeur de la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, la question de tout à l'heure, finalement, l'État, c'est un empêcheur de tourner en rond, c'est un régulateur, c'est un gendarme par moment. Quand est-ce qu'il est facilitateur? Alors l'État, c'est un peu tout ça. Voilà. La seule question, c'est comment on approche les situations concrètes quand on y est confronté. Alors, ce que l'État n'est pas, en revanche, de manière sûre et certaine, en tout cas l'État local, dans ses différentes
composantes sous l'autorité du préfet pour l'essentiel de ses services, c'est que l'État ne définit pas la stratégie que mettent en œuvre les acteurs, donc les collectivités, les entreprises et d'autres, et l'État non plus ne porte pas les projets à la place des acteurs. Donc ce n'est pas parce qu'on ne définit pas votre stratégie ou parce qu'on ne porte pas votre projet qu'on n'est pas à un moment donné votre interlocuteur sur la stratégie. Il y a beaucoup, je parle notamment pour les collectivités locales, de documents, de planification, des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, qu'ils soient intercommunaux ou pas, des PCAET, on les a évoqués. Tout ça, ce sont des procédures qui sont souhaitées dans le cadre des politiques publiques ou des réglementations mises en œuvre par l'État et déclinées localement. Et quand une collectivité s'empare de l'outil de planification, ou d'un des outils de planification qui viennent d'être cités, eh bien, il est confronté à l'État qui va, d'une manière ou d'une autre, lui apporter un petit peu dans un accompagnement, si cela est souhaité, le cadrage général dans lequel cette stratégie doit être définie. Ça a été parfaitement illustré avec les PCAET. On a essayé avec mes équipes du côté de la DTT d'être un acteur d'accompagnement, mais de ne pas être celui qui dit comment le PCAET doit être élaboré et pourquoi il doit être élaboré. Voilà, c'est de dire voilà ce qu'on peut vous apporter nous comme contribution dans votre définition de stratégie avec d'autres. Ça a été cité, ils interviendront autour de moi, ce qu'on peut vous apporter. Alors l'État, il a un rôle régalien, bien évidemment, c'est son fondement. Donc on est souvent l'empêcheur de tourner en rond. Mais parfois, et moi ça fait 30 ans que je suis dans l'administration, ça fait 30 ans que je travaille avec des collectivités, ça fait 30 ans que je travaille avec des porteurs de projets, entreprises ou industriels. Et puis on peut me dire un jour... l'État, avec vos réglementations, vous nous empêchez de vivre. Et puis un autre jour, je vais voir un autre interlocuteur qui va me dire mais l'État, si vous faisiez votre boulot, ça serait déjà bien, commencez par faire appliquer la réglementation. Bon. Donc nous, on n'est ni un intégriste d'un côté, ni un intégriste de l'autre. On essaye, avec les gens qu'on a en face de nous, de travailler de manière constructive. Il y a tout un arsenal législatif, réglementaire qui est en place. Cet arsenal, il est lourd, on le sait. Il est compliqué, on le sait. Il est de plus en plus compliqué, on le sait aussi. Donc, notre travail, c'est de prendre les dossiers un par un quand il s'agit d'un projet qui nécessite une autorisation qui va être délivrée par un service de l'État, la DTT ou d'autres, et d'essayer que ce projet, c'est ce que je dis moi à mes interlocuteurs, eh bien en fait, dans l'autorisation qui va vous être délivrée, finalement, que le projet soit sécurisé. Pourquoi ? Parce qu'un acte qui va autoriser un projet éolien ou un projet photovoltaïque, si on reste dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, il est susceptible de recours. Voilà. Et dans l'éolien, on sait que le recours est un peu systématique. Donc, je reviendrai à la question du monsieur tout à l'heure. Et donc, tout notre travail, toute notre mission, moi c'est ce que je demande à mes équipes, c'est d'expliquer aux porteurs de projet qu'il a en face de lui une réglementation qui est complexe, il y sera confronté, on essaye de lui décoter et on essaye de lui permettre d'anticiper les difficultés qu'il pourrait avoir par rapport à cette réglementation. Ça paraît simple, mais je vous jure qu'au quotidien, c'est ce qu'on essaye de réaliser. Alors, moi, je concède que ce rôle régalien, il soit parfois difficilement compréhensible, difficilement abordable, mais pour l'illustrer de manière anecdotique, j'ai été confronté il n'y a pas si longtemps que ça à un porteur de projet qui vient d'un autre pays que la France. Donc on a essayé de lui expliquer simplement la réglementation française. Je vous jure que c'est une gageure. Et puis je l'ai raccompagné à la sortie de la réunion et je lui ai dit, bon voilà, on a dû vous expliquer tout ça, je suis désolé, on a essayé de le faire le mieux possible. Et il m'a dit, rassurez-vous monsieur le directeur, si je suis venu faire le projet en France, c'est parce que là d'où je viens, c'est bien plus compliqué. En quelque sorte, ça m'a un petit peu rassuré. Ça ne règle pas tous les problèmes,
mais c'est une manière de relativiser les choses. Je terminerai en disant que la vision que l'on a, ou que l'on doit avoir dans les services de l'État à l'échelle locale, c'est une vision de cohérence, c'est une vision d'équilibre, le tout dans un cadre légal. Voilà. Et quand on arrive à traiter ces trois sujets, à expliquer les choses à nos interlocuteurs, eh bien, je pense qu'on est dans une posture d'accompagnement, de facilitateur, tel que vous le rappeliez tout à l'heure. Mais si je termine aussi par une petite par anecdote, mais qui permet d'illustrer le propos. On parlait tout à l'heure du photovoltaïque sur les toits avec la représentante de la communauté urbaine de Limoges Métropole. Je crois que c'est un exercice qui est important de définir le potentiel que l'on a sur un territoire. Mais très vite, les gens vont se retrouver confrontés, les uns à l'ABF parce qu'ils sont dans un périmètre protégé, les autres parce qu'ils sont dans un territoire qui a d'autres contraintes du point de vue environnemental. Et c'est ça que collectivement, on doit arriver à traiter. Et alors, comment on fait avancer les choses? Parce que vous évoquez l'ABF. L'ABF, c'est 500 mètres, autant dire que tout Limoges est protégé. Un jour, j'ai eu un ABF dans une table ronde qui m'a dit « La loi érige », écoutez bien cette phrase, le gars, il l'a dit devant plusieurs centaines de personnes, l'ABF, « La loi érige ma subjectivité en principe ». Comment on fait avec ça pour équiper les 800 hectares? Alors, il n'a peut-être pas la même fibre pragmatique que celle que nous pouvons avoir. Non, je pense que les choses évoluent. Aujourd'hui, on sait bien, du côté des services de l'État, qu'on est pris à la fois sous les aspects réglementaires et de cette complexité réglementaire, qu'on est pris sous les questions de coûts économiques, parce que c'est une réalité. Quand vous avez un porteur de projet devant vous, lui, il raisonne aussi de manière économique et financière, et c'est bien normal. Et puis, on a aussi une autre difficulté qu'on doit prendre en ligne de compte, et ça a été parfaitement illustré, c'est l'acceptabilité sociale. Voilà. Donc, notre mission, notre rôle, notre travail, si je puis dire, c'est de prendre en compte ces différents paramètres, sachant qu'un représentant de l'État, de toute façon, quand il est en face de vous, il a aussi constamment présent à l'esprit le paramètre l'égalité. C'est pour ça qu'il est payé. Donc, c'est normal qu'il fasse son travail. Didier Borel, j'arrête de vous embêter, je laisserai le soin à la salle de le faire pendant la demi-heure d'échange tout à l'heure. Mais c'est vrai que vous avez une place qui n'est pas facile à cette table ronde. Vous représentez à la fois le préfet, vous représentez la DDT, forcément, et puis vous représentez quelque part tous les services déconcentrés de l'État qui instruisent tous les projets qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui. Nicolas Houdan, il est fondateur et président de la SAS Énergie Demain. Alors cette SAS, elle porte presque une promesse dans son nom, Énergie Demain. Alors, comment on fait? Où on va? Comment on sort du système jacobin? Ce système qui a été pensé, organisé et qui a parfaitement répondu aux attentes du moment il y a quelques décennies. Aujourd'hui, tout change, le monde bouge. La pub de la radio que je ne citerai pas, c'est « Écoutons le monde bouger ». Écoutons Nicolas Houdan pour un peu de prospective. Oui, merci Philippe. Alors, un peu de prospective, je ne sais pas, mais au moins des généralités, effectivement, pour essayer de regarder comment on arrive à faire changer ce modèle énergétique. Alors, modèle énergétique, c'est par définition un mot déjà contraignant en soi. On a l'impression qu'il y en a un modèle, ça fait un peu moule, et c'est effectivement ce qu'il faut éviter et ce dont on a envie de sortir. Et plutôt que de modèle énergétique, je parlerai plutôt de modèle de société, parce qu'effectivement, on a vu que le sujet d'aujourd'hui n'était pas uniquement énergétique. Il s'agit effectivement de s'emparer, de faire en sorte que les citoyens, les premiers, et les territoires, évidemment, s'emparent de leur propre modèle énergétique. Et au final, ce sera sûrement la conclusion de mon intervention, mais au final, il y a autant de modèles énergétiques que de territoires ou que de situations. Donc, on peut partir déjà de ce concept-là, parce qu'effectivement, on subit un petit peu le passé. Tu parlais tout à l'heure, Philippe, d'une société jacobine, effectivement, hyper centralisée. Ça s'est ressenti aussi sur le modèle énergétique, avec
une logique hyper centralisée, une logique d'offre. On produit avant même de savoir comment ça va être consommé et pourquoi ça va être consommé. Et au moment où on produit, où on a des capacités de production, on génère une demande pour amortir les outils de production. Donc on est dans une logique totalement descendante qui, certes, a permis un certain développement économique duquel on a envie de sortir. Donc comment on peut sortir de tout ça ? On peut inverser ce modèle-là. On peut se dire qu'on est sur une logique de demande. Déjà, de quoi a-t-on besoin ? Selon, il y a un triptyque qui est formulé par l'association Négawatt, qui parle de sobriété, efficacité, ENR, effectivement, à commencer par la sobriété. De quoi a-t-on besoin ? Est-ce qu'on a besoin d'aller en vacances sur un autre continent ? Est-ce qu'on a besoin d'éclairer nos communes rurales toute la nuit ? Est-ce qu'on a besoin de se déplacer pour aller chercher du pain ? Et est-ce que c'est pas la société qui a construit ces besoins-là ? Donc, commençons déjà par cette sobriété et commençons par s'occuper de la demande d'énergie. Sans parler de restrictions, évidemment. Il ne s'agit pas de se restreindre. Il y en a malheureusement qui sont obligés de le faire, et ça aussi c'est un problème. Et la sobriété, ça permettra aussi le partage, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde puisse avoir une réponse à ses besoins. Donc ensuite, on va parler d'efficacité. L'efficacité, c'est effectivement comment on fait en sorte de ne pas gâcher l'énergie à une époque où on passe de quelque chose d'abondant à quelque chose qui va de plus en plus se raréfier, voire ne plus exister pour certains vecteurs énergétiques. Donc l'efficacité, ça va être j'isole ma maison, ça va être je respecte les limitations de vitesse, ou j'utilise des matériels électroménagers performants. On voit que ça discute aussi avec la sobriété. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je fais ce métier, d'accompagner les territoires dans la transition énergétique, à un moment où on ne parlait pas de la transition énergétique, évidemment, il y a 30 ans, mais du coup, vous le verrez peut-être plus tard, mais j'aime bien faire des calculs, la prospective, essayer de voir comment la société pourrait évoluer. Et je pariais très fort sur les écrans LCD. Juste une petite anecdote, en me disant c'est fabuleux, on a un truc qui va remplacer la télé ou nos écrans d'ordinateur et qui va consommer 10 fois moins. Certes, on en a 10 fois plus et ils sont 10 fois plus gros. Donc ils consomment autant. Et c'est là où, effectivement, l'efficacité énergétique, c'est un élément, mais il faut s'en méfier. On parle souvent d'effet rebond, par exemple. On veut isoler les logements, faire en sorte qu'ils consomment quasiment plus d'énergie. Certes, c'est possible, physiquement, sur le papier, ça marche. Mais quid des réflexes naturels d'ouverture des fenêtres, quid d'un rattrapage de la facture énergétique en se disant finalement, puisque ça consomme moins, ma facture, je la paye, j'ai l'habitude de la payer, et du coup, je peux peut-être chauffer un peu plus. Donc tout ça, c'est effectivement des changements qui prennent en considération et qui s'associent avec la technologie, mais qui sont entre les mains des citoyens avant tout. C'est pour ça que je voulais vraiment insister sur l'importance de la demande et de l'importance du consommateur final. Et puis ensuite, on a ce principe de descente, c'est-à-dire des gros réseaux qui vont alimenter des plus petits réseaux jusqu'au consommateur final. On avait un exemple tout à l'heure sur les interventions précédentes d'un territoire qui nous dit oui, j'ai potentiellement la méthanisation à faire si toutefois effectivement c'est mutualisé entre plusieurs agriculteurs, mais le réseau de gaz ne vient pas jusqu'à moi. Et du coup, on se rend compte qu'on est confronté au problème inverse de celui qu'on a connu historiquement et qui a structuré, d'un point de vue des infrastructures, totalement le territoire. Des réseaux descendants qui vont devenir maintenant des réseaux
ascendants ou qui permettent effectivement peut-être de substituer les vecteurs énergétiques. On parlait de méthane en injection, par exemple pour le gaz. On parlait de production photovoltaïque, voire même d'autres vecteurs pour la mobilité, pour le transport. Le vecteur hydrogène, donc l'hydrogène c'est pareil, il va falloir la transporter, mais elle va être produite sur les territoires. Du coup, effectivement, on est bien sur une transition, on n'est pas sur un modèle, on est bien sur une transition qui va s'adapter à chacun des contextes territoriaux. On a bien vu la différence qu'on pouvait avoir entre un territoire semi-urbain ou urbain tel que Limoges Métropole et un territoire très rural, avec d'un côté un territoire qui va produire de l'emploi, qui va produire de l'activité, et de l'autre côté un territoire qui va produire de l'énergie. Donc il est évident qu'il y a des liens à faire entre ces familles de territoires, et le modèle énergétique de demain, c'est un peu celui-là finalement. C'est celui où on a de la solidarité et où on a du pragmatisme. Alors comment on peut arriver à s'orienter vers ce changement de modèle? C'est tout d'abord une étape à laquelle on est aujourd'hui, c'est une étape d'appropriation qui est nécessaire. Sylvain, mon collègue, l'a répété tout à l'heure, qui est nécessaire pour s'emparer des enjeux, pour comprendre. Parce qu'effectivement, l'énergie, c'est pas l'affaire d'un ministère ou de 4 fonctionnaires autour d'une table qui vont décider de construire 3 centrales pour alimenter tout le pays. L'énergie, c'est vraiment l'affaire de tous, encore une fois. Du coup, pour que ce soit l'affaire de tous, il faut comprendre de quoi il s'agit. Il faut s'emparer des enjeux. Et effectivement, je crois que tout ce travail d'acculturation est vraiment indispensable pour qu'on soit en mesure de comprendre, pour pouvoir agir derrière. Donc, il s'agit effectivement de partager le constat, d'être pédagogique, sans pour autant nécessiter des compétences techniques, scientifiques fortes. On peut expliquer les choses simplement. Les premiers qui doivent comprendre, c'est évidemment nos élus. Nos élus, par définition, sont les représentants des citoyens, qui, a priori, ont des difficultés effectivement à se projeter au-delà des échéances par pas de 5 ans, je dirais. Et ce positionnement politique, il doit être effectivement transmis d'une génération d'élus à l'autre, et il doit être constant dans le temps. Il ne s'agit pas à chaque mandat de dire ce qu'a fait le précédent, je remets à zéro et je repars dans une autre direction. On est bien sur un effort continu, sur une évolution permanente et un principe d'amélioration continue, effectivement, avec des ajustements, parce que, comme le disait Cédric Sousse tout à l'heure, la technologie de demain, on ne la connaît pas. Donc on peut raisonner avec la technologie d'aujourd'hui, on peut imaginer effectivement ce dont on va avoir besoin en termes d'objectifs, mais on ne sait pas encore comment on va les atteindre. Un dernier mot sur les outils pour arriver à tout ça. Un dernier mot, d'accord. Okay, parce que je voulais parler aussi de l'opportunité que représente ce changement de paradigme. En termes de développement de territoire, c'est évidemment une occasion fabuleuse pour les territoires d'exister, de valoriser d'une part l'énergie des hommes qui sont dessus, le patrimoine naturel, les ressources, et effectivement de lutter contre, on parlait de la précarité énergétique, mais d'une manière générale, les déséquilibres sociaux qu'il peut y avoir sur les territoires. Alors, l'outillage, effectivement, on est face... si je reprends l'analogie avec la production, pour produire de l'énergie, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de savoir-faire, on a besoin de formation, on a besoin d'investissement. Et du coup, l'outillage pour la maîtrise de l'énergie, c'est exactement le même. C'est du savoir-faire, c'est donc de la formation, et là je m'adresse aux jeunes, et contrairement à ce qu'on pourrait croire,
Énergie Demain, c'est une entreprise composée essentiellement de jeunes, voilà. Et d'ailleurs, pour la photo, désolé, effectivement, j'ai toujours 20 ans de moi sur la photo qui est dans le programme. Donc il y a besoin effectivement de connaissances, de compétences. Ça, c'est fondamental. Il y a besoin d'outils, au même titre qu'un procédé industriel, d'outils de marketing. Je pense par exemple au cadastre solaire qui a été explicité tout à l'heure. C'est un outil de marketing, on peut l'assimiler à ça. Il y a besoin effectivement de détecter là où c'est intéressant de mener telle ou telle action. Il y a des technologies et du coup aussi des besoins de formation. Ce qui caractérise par exemple mon entreprise, c'est qu'on est très numérisé. On modélise à peu près tout ce qui bouge. On essaye de comprendre pour essayer de pouvoir cibler précisément, le plus précisément possible, les actions pour être en mesure d'avoir un raisonnement économique comme aurait un producteur d'énergie. Nous, on est des producteurs d'énergie négative finalement. Et ça a une valeur économique, évidemment, hein, puisque l'énergie qu'on ne consomme pas, on ne la paye pas. Et puis, on a parlé aussi, évidemment, des outils de suivi. Comme on l'a dit tout à l'heure, un programme, enfin, ça ne s'arrête pas au PCAET, ça commence au PCAET. Donc, on a besoin d'outils qui vont permettre de suivre l'avancement de ce PCAET, voire même de l'ajuster, puisque on ne sait pas exactement comment vont se dérouler nos plans d'action. Et enfin, je conclurai sur un besoin qui est exprimé en permanence. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, puisqu'on parlait de 9 millions d'investissements pour 14 millions de gains. On se dit, bon, bah, banco, on y va. Non, c'est l'outillage financier. Comment on trouve des instruments financiers, des véhicules qui permettent d'adapter ou d'accompagner les investissements nécessaires sur des choses qui sont a priori rentables, mais surtout qui ne sont pas dans les habitudes de financement des modèles financiers actuels ou des banques. Voilà. Et en conclusion de la conclusion, je dirais juste qu'il faut passer effectivement sur ces affaires de climat d'un rôle de victime finalement. Oui, il y a des catastrophes. Oui, l'énergie coûte cher. À un rôle d'acteur. Oui, on a envie d'y aller. On y va et ça fera du bien au territoire et ça fera du bien aux populations de ces territoires. Merci Nicolas Audin pour cette vision. Vous l'avez compris, hein, il peut répondre à beaucoup de questions. On verra pendant la demi-heure d'échange avec la salle. Merci surtout d'avoir rappelé le scénario des gigawatts. Alors, je m'adresse à tous les étudiants qui sont dans la salle. Prenez-en connaissance. Essayez de le télécharger sur Internet. Sobriété, efficacité, renouvelable. Et vous voyez bien quand je fais ça, c'est business as usual. On ne fait rien, on continue à consommer. On est sobre, on est sobre. S'il y a de l'éclairage naturel, on n'a pas besoin d'éclairer. Si on a quand même besoin d'éclairer, il a très bien dit, efficacité, on va faire appel à d'autres technologies. Et ça n'est qu'en dernière position qu'arrivent les énergies renouvelables. Moi, j'ai coutume de citer Jean de La Fontaine. S'il était toujours vivant aujourd'hui, il nous aurait commis une petite fable dont la morale serait « Rien ne sert de produire, il faut consommer à point ». Et ça résume tout ça. Merci Nicolas Audin. Et Adrien Serrougne, alors, il représente ici la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. Il y a beaucoup d'élus au sein de la FNCCR. Alors, à quoi sert cette FNCCR autour du sujet du jour, les PCAET, la transition énergétique? Comment tout ça s'organise? Quel est le rôle de cette FNCCR? Et puis après ça, on parlera d'Acté. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président du syndicat d'énergie de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur, chers élus, chers techniciens, chers ingénieurs, chères étudiantes et chers étudiants, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord un mot donc, sur la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Elle accompagne, elle conseille les collectivités, elle fédère plus de 850 collectivités sur le territoire. 850 collectivités, c'est combien de citoyens? C'est environ 60 millions de citoyens français, donc c'est assez énorme. La fédération, elle est quelque part le médiateur des collectivités auprès de l'État, parce que l'État va impulser les lois, puis elles sont déclinées et concrétisées au niveau territorial. Et pour cette concrétisation, elles ont besoin d'avis, d'accompagnement.
D'une part, la FNCCR, elle va faciliter donc ces lois pour mettre en place ces projets de développement. Elle va également, d'autre part, travailler donc sur une aide, et ça peut également se finaliser par une aide financière, notamment avec le programme ACTE, donc je l'évoquerai tout à l'heure. Et quelque part, la fédération, elle est là aussi pour répondre aux enjeux climatiques planétaires, hein, comme on l'a évoqué depuis le début, avec la COP21 jusqu'à la COP25 qui se tient actuellement à Madrid. Voilà ce que je peux dire sur la FNCCR. Et sur ACTE, alors ACTE, c'était pour collectivité territoriale, E pour efficacité énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? ACTE, c'est un programme de financement pour financer des lignes d'action, d'organisation de projets, d'organisation de programmes. Juste avant de vraiment focaliser là-dessus, je voulais aussi rappeler le rôle donc, des autorités organisatrices de l'énergie, des autorités organisatrices de l'électricité, des syndicats d'énergie, des collectivités, parce qu'elles ont un rôle majeur dans cette transition énergétique. Elles répondent donc aux enjeux climatiques. Donc c'est les objectifs, hein, c'est le 3 x 20 à 2020, c'est les objectifs à 2030, les objectifs à 2050. Donc les objectifs sont toujours devant, on essaye de les atteindre. Hein. C'est dur, on se met en place, on agit au niveau des territoires. Donc quelque part, les autorités organisatrices de l'énergie et les collectivités au sens large, elles sont le fleuron français de l'industrialisation donc de cette transition énergétique sur les territoires. Donc tout à l'heure on disait comment on fait? Eh ben en jouant ce rôle d'acteur majeur au niveau territorial. Et donc quelque part la fédération c'est aussi le territoire d'énergie au niveau national, parce que si vous voulez on fédère justement toutes ces collectivités et tous ces territoires d'énergie. Après, donc, on parle de smart building, de smart territoire aussi. Voilà, moi, dans le mot smart, j'entends ingénieux, j'entends entrepreneur, j'entends aussi savoir oser. Donc, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Donc ça, c'est une citation de Sénèque, moi qui me tient à cœur, parce que voilà, il faut oser, il faut faire, il faut agir. Et voilà, on ne parle plus d'urgence climatique, on parle maintenant de cataclysme climatique planétaire. Donc voilà, c'est un peu un tableau noir que je dresse. Après, il faut voir le positif. Et le positif, justement, c'est le rôle de ces acteurs du territoire qui agissent au quotidien. C'est le rôle de chacun, et des élus et des techniciens. Enfin, on a une approche aussi multi-réseau, donc on va travailler sur des projets. Il y a un système qui est sorti, le Power to X. Alors c'est par exemple des projets de méthanisation qu'on va transformer en éolien. C'est des projets également de réseau de chaleur qui vont devenir un outil de stockage. Et pour finir, donc un mot sur le bâtiment. Donc le bâtiment, c'est 75% de dépenses énergétiques pour les collectivités. Et donc pour nous, le bâtiment, c'est quelque part un outil de stockage d'énergie. Donc au début, on disait bon, ben voilà, on a l'hydrolien, l'hydraulique. Donc l'hydraulique, c'est un outil de stockage. On stocke l'eau dans les barrages, et puis lorsqu'il y a des pics de consommation, on rejette l'eau pour créer de l'énergie. Et aujourd'hui, maintenant, on réfléchit plus loin que ça. On se dit mais voilà, mais les bâtiments sont un outil de stockage de par leur inertie. Donc quelque part, on voit aussi le bâtiment, donc ils vont pas consommer l'énergie, mais ils vont aussi générer de l'énergie, notamment avec les panneaux solaires et les autorités organisatrices de l'énergie, les syndicats d'énergie. Quelque part, ils vont pousser ça, ils vont être moteurs là-dessus, et notamment avec des projets concrets. Donc c'est sur le territoire national. C'est 20 000 projets d'autoconsommation photovoltaïque individuelle. C'est 21 projets d'autoconsommation collective qui est déployé. C'est après les transports, au sens plus large. Donc les transports, c'est 25 000 bornes de recharge électrique créées sur le territoire national. Et c'est également des groupements d'achat. C'est agir ensemble. Donc c'est des groupements d'achat au niveau métropolitain, au niveau départemental, au niveau régional. Aujourd'hui, voilà, il y en a une cinquantaine au total. Donc voilà les chiffres clés. Et puis quelque part, les collectivités,
elle joue un rôle aussi de confort pour les citoyens. Voilà, c'est l'éclairage public, c'est le bien-être, c'est l'éclairage intelligent au bon lieu, au bon endroit. C'est également, quelque part, la culture, c'est voilà, faire de l'ancien du beau, notamment avec les certificats d'économie d'énergie, et d'où aussi le programme ACTE. Donc le programme ACTE, comme vous l'avez précisé, action, collectivité territoriale pour l'efficacité énergétique. Moi, je vois aussi dans A d'action, je vois aussi accélération. Donc voilà, il faut qu'on accélère. Je me souviens, mon entraîneur de rugby, quand je jouais au rugby à l'époque, il me disait, bon, Adrien, tu cours le 100 mètres, donc tu pars à fond, et puis après tu accélères. Et en fait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Il faut qu'on accélère dans cette transition énergétique. On a toutes les billes pour le faire, il faut qu'on agisse ensemble, il faut créer des dynamiques et des synergies. Et voilà ce que je peux dire. Alors, chef de projet opérationnel du programme ACTE, ça veut dire que c'est la porte d'entrée, toutes les collectivités qui sont dans la salle et qui se disent, tiens, mais c'est intéressant ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'elles viennent. En effet, c'est une porte d'entrée, on le voit aussi comme un coup de pouce qui va être qui va avoir effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, on va rénover les fenêtres des bâtiments, puis après on va se dire, bon, on va rénover les murs, puis après on va faire une isolation au niveau du toit. Et c'est petit à petit tous ces travaux qui vont générer des économies d'énergie, qui vont pouvoir générer aussi des économies financières, hein, parce que là on parle bien des aspects financiers, et donc rénover le bâtiment dans son ensemble. Et puis au-delà de ça, c'est la stratégie pluriannuelle du patrimoine d'investissement, donc qui va être générée sur l'ensemble des bâtiments des collectivités. Et donc c'est ce qu'elles peuvent faire avec ce programme ACTE. Nous, on va venir financer des lignes d'action, mais surtout d'organisation de ce projet pour vraiment être le coup de pouce, comme je le disais, des collectivités. Donc on va financer et des outils techniques, et des outils de suivi de consommation, parce que dans les suivis de consommation, on peut faire énormément d'économies d'énergie. Je parlais tout à l'heure avec Marie-Anne, c'est ça ? Et elle me disait, voilà, sur notre patrimoine, on a fait 50% d'économie d'énergie juste en suivant les consommations et en optimisant l'éclairage, en optimisant le chauffage aussi. Après, c'est financer également donc des ressources humaines, parce que derrière l'aspect technique, il y a aussi l'aspect humain, il y a un cœur, voilà. Et donc c'est ce qu'on va venir financer. C'est environ, si vous voulez un chiffre, c'est environ 200 000 euros par département qu'on finance. Et on finance aussi des actions mutualisées, c'est-à-dire groupées, c'est-à-dire agir ensemble. Et puis, c'est assez, on veut une hétérogénéité aussi des projets. Et donc, voici ce qu'on se finance. Merci Adrien Serroune. J'ai entendu des remous dans la salle. Ils doivent être en train de préparer leurs questions. Vous les notez bien, les questions, hein, quand je vais vous donner la parole. Vous pourrez essayer de savoir un petit peu concrètement comment ça marche. Merci surtout d'avoir rappelé le stockage. Avec plaisir. D'avoir rappelé le stockage. On reproche souvent aux énergies renouvelables, qui sont l'une des briques de base de la transition énergétique, pas la seule, hein, d'être intermittentes. En fait, elles sont plus variables qu'intermittentes. Et quand j'en parle avec RTE, c'est une donnée qu'on rentre dans le modèle, c'est un challenge. En effet, donc les énergies sont intermittentes. L'éolienne fonctionne quand il y a du vent, les panneaux photovoltaïques fonctionnent quand il y a du soleil. C'est aussi la raison pour laquelle on a un parc nucléaire, hein, donc qui tourne, mais et qu'on peut actionner en fait. C'est l'être humain qui va l'actionner et c'est pas forcément le temps. On n'arrive pas encore à contrôler le temps. Voilà, peut-être un jour. Donc mais... union sacrée ou mariage de raison entre le nucléaire et les renouvelables. C'est pour ça que Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, a dit j'ai beau avoir 63 400 mégawatts de nucléaire sous l'accélérateur, je vais aussi me mettre 30 gigawatts de photovoltaïque. Hein. C'est le plan photovoltaïque d'EDF, via sa filiale EDF Renouvelable, qui est en cours. Donc mariage de raison... On travaille vraiment sur le mix énergétique, hein, au sens large, à l'échelle nationale. Après, les collectivités répondent, hein, aux directives nationales et aux directives des régions, notamment des régions à énergie positive. Et voilà, donc on essaie de consommer ce qu'on produit à l'échelle du territoire, et notamment dans les énergies renouvelables. Il y a un point commun évident entre le nucléaire et les énergies renouvelables, c'est qu'on ne l'emballe pas.
on le consomme tout de suite, on le mange tout de suite. Le nucléaire, vous démarrez une tranche nucléaire, elle produit, il faut consommer. Le photovoltaïque et l'éolien, c'est pareil. C'est différent avec la chaleur renouvelable, bois énergie, méthane, on peut stocker. Et l'hydraulique, à part l'hydraulique au fil de l'eau, l'hydraulique de barrage, vous avez évoqué tout à l'heure les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage. Donc il y a ce point commun entre les deux. Et si des opposants vous disent « Ouais, vos énergies renouvelables, de toute façon, qu'est-ce que vous faites quand il n'y a plus de soleil? Qu'est-ce que vous faites quand il n'y a plus de vent ?» Eh bien, on fait du stockage. Ouais, mais alors ça y est, il faut faire du stockage maintenant. On n'aurait jamais réussi, on peut être pour ou contre le nucléaire, ça c'est pas le sujet, mais on n'aurait jamais réussi ce programme électronucléaire à ce niveau-là. On est le pays le plus nucléarisé au monde. 63 400 mégawatts pour un peu moins de 65 millions d'habitants, vous vous rendez compte? C'est loin, loin, loin devant les États-Unis, devant l'ex-bloc de l'Est ou même devant le Japon. On n'aurait jamais réussi si on n'avait pas mis en place 3 façons de stocker cette énergie qui était produite par les centrales. L'eau chaude, l'eau froide, et comme ça a été dit tout à l'heure, les calories dans les bâtiments. L'eau chaude, 16 millions de chauffe-eau électriques avec le système jour-nuit, les courants porteurs en ligne pour déclencher à 23 heures le démarrage des chauffe-eau électriques. Et au moment où la vie ralentit, je ne dis pas s'arrête, mais ralentit, pouvoir passer à autre chose. Faisons la même chose avec les énergies renouvelables maintenant. C'est ce qui est proposé. Oui, c'est ce qui est proposé. Après aussi, ce que nous recommandons, enfin voilà, moi j'essaie de mettre en place un système à la fédération en disant, bon voilà, tous les lundis matins, on arrive en pull et on descend d'un degré Celsius le chauffage du bâtiment. Donc c'est aussi ce que vous pouvez faire ici dans cet établissement. Et voilà. Bon, je ne vais pas vérifier qu'ils sont en pull à la FNCC. C'est des petites... voilà. Merci Adrien Serrougne. Alors juste à côté de lui, vous avez Christophe Picard, c'est le DGS du SEHV. Encore des... Alors, il faut que vous fassiez une liste, les étudiants, de tous ces acronymes, vous en aurez besoin un jour. Donc il est directeur général des services du syndicat d'énergie avec un S de Haute-Vienne. Alors, partenariat mis en place, actions concrètes, comment on décline tout ça maintenant au niveau d'un syndicat départemental? C'est pas si facile, mais ça se fait. Et il faut le faire. Ça se fait. Le syndicat Énergie Haute-Vienne est, par définition, une boîte à outils des collectivités de ce département. Et il l'est de façon historique, puisqu'il était chargé à un moment donné du développement, de la modernisation et de la sécurisation des réseaux de distribution d'électricité. Le SEHV, Adrien l'a rappelé, adhère aussi à la FNCCR. Et c'est tous ensemble que l'on a muté. On a fait aussi notre transition. Les élus du syndicat m'ont donné une lettre pour qu'on fasse une transition vers l'accompagnement des collectivités en matière de transition énergétique. Donc d'un monométier quasiment, le développement de l'électricité, on arrive aujourd'hui au syndicat Énergie Haute-Vienne à accompagner toutes les collectivités, les communes, mais surtout les EPCI. Vous avez vu le travail qui a été fait dans la présentation de la stratégie départementale de transition énergétique faite par Sandra, accompagner tous les EPCI dans une transition énergétique que l'on souhaite raisonnée, mais ambitieuse et en tous les cas efficace. Nos travaux se font toujours de façon pragmatique. Le syndicat est une collectivité territoriale. On ne vend pas d'énergie, on ne vend pas de système. On est neutre, objectif et complètement à la disposition de nos collectivités au sens large pour essayer de mettre en place des outils partagés, mutualisés et les mieux adaptés pour répondre aux besoins de chacun. Alors, au moment où j'en suis dans cette table ronde, je crois qu'on a pu à peu près tous citer tous les outils que dont j'avais envie de parler. Néanmoins, on est vraiment dans la recherche du passage à l'opérationnel, faire en sorte que cette transition énergétique, finalement, on s'en sorte très rapidement pour être dans la nouvelle ère énergétique et plus dans la transition. Et on a déjà mis en œuvre, à la demande de la commission, parce que l'outil de départ pour moi, c'est le législateur qui nous l'a donné, c'est un outil de pilotage politique, qui est la commission mixte paritaire qui existe, qui est placée auprès du SEHV, qui est présidée par son président, et qui permet, dans l'échange entre les représentants des EPCI et les délégués du SEHV, qui permet de faire des feuilles de route, de faire des propositions pour que nous, services derrière, nous mettions en place des outils efficaces et opérationnels. Alors il en existe déjà, on a des outils qui sont d'ores et déjà consolidés, des outils financiers qui sont permis aussi par la contractualisation avec l'ADEME, avec la région, avec l'État.
On a notamment mis en place au SEHV une plateforme de valorisation des certificats d'économie d'énergie. C'est une plateforme qui se trouve sur le site internet du syndicat et chaque collectivité a la possibilité de solliciter des obligés pour valoriser leurs actions en matière d'énergie. Cette CCPE, elle trouve son fondement dans la loi sur la transition énergétique. Pour moi, elle redonne clairement le pouvoir aux élus en charge du développement des départements, le pouvoir de renouer avec la transition énergétique et le pouvoir de décider là où on a à agir sur le lien social, sur les problématiques techniques, sur les problématiques financières en matière d'énergie. C'est vraiment un pouvoir, le renouveau d'un pouvoir des élus locaux en matière d'énergie. En matière d'aide d'outils financiers également, nous avons mis en place un système d'aide par le financement d'études de faisabilité ou de préfaisabilité qui sont nécessaires et préalables à la prise de décision. Également, on a une espèce d'effet d'échelle en la forme de groupements d'achat. On réalise des groupements d'achat en matière d'énergie, également en matière d'entretien de systèmes de chauffage ou de ventilation. Des outils techniques consolidés qui existent également aujourd'hui. Un programme qui vient de se terminer de rénovation énergétique de l'éclairage public, à la fois éradiquer les sources lumineuses les plus polluées, mais celles qui, en plus, polluent elles-mêmes par leur nuisance lumineuse et qui ont de très faible efficacité énergétique. Un accompagnement au quotidien des collectivités dans le service énergie avec ESP 87, un accompagnement en matière de promotion des énergies renouvelables, d'économie d'énergie, de maîtrise de la dépense énergétique, et tout ça dans une cartographie complète de la collectivité, commune ou EPCI, cartographie de la totalité des consommations, cartographie des gisements possibles, pour faire en sorte que, entre ce que l'on a besoin de consommer, ce qu'on sait économiser, ce qu'on sait produire sur place, le différentiel, la résultante, il n'y a plus que ça à acheter. Et on intègre ça dans notre groupement d'achat d'énergie pour essayer de l'acheter au mieux. Et puis en outils techniques, ça a déjà été cité à la fois par Cédric Sousse et par d'autres intervenants. Oui, on est assez satisfait de ce contrat territorial avec l'ADEME qui nous permet, par la massification de petits projets, de pouvoir prétendre à des financements du Fonds Chaleur que chaque petit projet indépendamment ne pourrait pas avoir. C'est un vrai contrat avec succès, puisqu'on vient de terminer une première phase de 3 années. Je rappelle que ce contrat permet d'aider la réalisation de chaufferies biomasse avec des petits réseaux de chaleur et que l'ADEME a également délégué au SEHV la gestion de ce fonds chaleur directement. Donc c'est une vraie réussite et ça répond clairement à un vrai besoin sur les territoires. On forme le vœu que la candidature qui vient d'être déposée du SEHV pour une période de 3 années supplémentaires puisse trouver succès dans les délibérations de l'ADEME pour qu'on puisse continuer dans ce sens-là. Et je remercie Cédric d'avoir cité ça comme un outil performant, efficace et qui démontre bien et qui illustre bien que les syndicats d'énergie sont des collectivités souples qui savent s'adapter, qui savent mettre en œuvre des outils rapidement, qui correspondent aux besoins du terrain. Et ça, c'est possible à partir du moment où on est complémentaire, à partir du moment où on est dans la mutualisation de l'ensemble des moyens. Et à une maille qui me paraît nécessaire, c'est la maille minimale de la maille départementale pour exercer toutes ces activités. Donc ça, des outils existants et consolidés, mais les élus du SEHV nous demandent d'aller un petit peu plus loin parce qu'il y a aussi des besoins par ailleurs. On est en train de développer, Philippe Rocher, 3 types d'outils nouveaux. Tout d'abord, des outils un peu plus stratégiques. Je pense notamment à la mise en place d'un outil de gestion et de partage de la donnée, la vraie donnée consolidée. On a auprès de la région une agence qui s'appelle l'AREC, avec qui on travaille régulièrement, et ça nous permet de récupérer les données nécessaires à l'établissement des diagnostics et pour l'élaboration d'un certain nombre de prescriptions à la disposition des décideurs locaux.
Également, de manière stratégique, on est en train d'élaborer aussi, on prend un peu de temps puisqu'on attend que les PCAET se terminent, un schéma directeur des réseaux. Vous savez que les réseaux d'énergie qui ont servi la plupart du temps à desservir les besoins de consommation dans une forme finalement unidirectionnelle vont avoir pour métier, mais ils l'ont déjà aujourd'hui, de collecter aussi les productions d'énergie décentralisées et dont on a vu qu'elles peuvent être pléthores parce qu'il y a des toitures partout, parce qu'il y a de la méthanisation qui peut s'envisager aussi un peu partout. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que les stratégies des PCAET vont être complètement formées, on va pouvoir définir quel réseau en étant, à quel endroit, quelle capacité, quelle nécessité de capacité pour à la fois distribuer et également recueillir les injections. Et on est sur du mix énergétique. Il faut qu'on puisse donner la possibilité, dans la mesure où on pourra le faire aussi financièrement et techniquement, mais il faut qu'on puisse donner la possibilité à ce que des communes et des habitants puissent mettre en concurrence plusieurs énergies. C'est aussi ça de la transition énergétique, avoir aussi le choix de la molécule, de l'électron ou de la chaleur dont ils peuvent disposer. Alors c'est pas de l'utopie, mais on est en train de réaliser ce schéma directeur des réseaux. Des outils également pédagogiques qui nous sont demandés de développer. Alors on a déjà une exposition itinérante qui est très sollicitée par les scolaires. Cette exposition va être adaptée, on va l'adapter parce qu'elle commence à dater un peu. Et puis on a un concours qui se réalise tous les ans sur la Haute-Vienne, c'est le concours écoloustique sur l'impulsion de la FNCCR. Ça a un vrai succès. On a énormément de scolaires qui sont intéressés par ces sujets. Et sur les outils en cours de développement, le syndicat, compte tenu de la sollicitation de cette exposition itinérante, a décidé finalement de faire un espace dédié qui sera réalisé à côté de son siège en la forme, on ne connaît pas encore tellement le nom, mais en la forme peut-être d'une maison de l'énergie. Alors c'est pas un musée, très clairement. L'idée, c'est qu'on ait vraiment un espace à la disposition des scolaires, mais également des plus grands, pour faire de la pédagogie. Le bâtiment participera lui-même au projet pédagogique là, de l'énergie en général, et c'est un projet qui est bien engagé. Il est sur les rails, on n'est pas très loin de la gare pour commencer à lancer les travaux. Et puis un certain nombre de projets structurants, je pense notamment aux besoins de mobilité électrique. Le syndicat va déployer au cours de l'année 2020 un certain nombre de points de recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables. Projet structurant aussi pour permettre le développement des projets d'ENR, et on a rappelé combien ce matin il était nécessaire qu'ils soient décuplés, mais qu'on puisse aussi y participer dans leur gouvernance et de capter les recettes qu'ils vont générer. Eh bien, le SEHV a décidé de créer une structure qui soit adaptée à ce type de projet en la forme d'une société d'économie mixte. Elle verra certainement sa création en début d'année et elle aura la particularité, très certainement, voilà, on travaille en tous les cas dans ce sens-là, elle aura la particularité de ne pas s'arrêter aux frontières départementales de la Haute-Vienne, mais de raisonner sur une maille bidépartementale avec le territoire de nos collègues creusois. Nous aurons aussi à nous positionner, mais je sais que la région a déjà entendu notre appel, nous souhaitons aussi nous positionner dans la massification de la rénovation énergétique des bâtiments publics. On a vu ce matin qu'il y avait un vrai besoin. Donc là, les syndicats, dont le SEHV, souhaitent participer aux appels à projets que pourrait lancer la région pour faire cette activité. Et également dans le même champ d'intervention, la rénovation énergétique des bâtiments, on pourra présenter un certain nombre de propositions, soit dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt CEDRE, qui décline après acté, soit éventuellement dans l'AMI aussi CASBA, là pas d'acté mais d'ARTE, dans lequel participe aussi Énergie Demain. Donc finalement,
Par rapport aux syndicats et l'accompagnement de tout ça et des outils, historiquement, la collectivité, c'est le sachant de la commune, de l'EPCI. J'ai l'habitude de dire qu'on est un des services de ces collectivités territoriales. On ne réside pas à la mairie ou on ne réside pas à la communauté de communes. On est bien dans le département et ils nous sollicitent en tant que de besoin, sachant que notre intervention est toujours objective, neutre, mais qu'on est là pour passer dans l'opérationnel. On fait que les choses se passent sur le terrain, sur ces grands enjeux-là. Donc des outils existants, je les ai cités, ils sont consolidés, ils sont à la disposition de tous, et puis un certain nombre de projets en devenir qui sont pas très loin d'arriver à la gare avec un train ou fuel ou je ne sais pas quoi. Hydrogène. Un train hydrogène Coralia e-Lint fabriqué par Alstom sur le territoire national. Je viens d'entendre à l'instant, la Bonne Maille, c'est le département. On va demander à Jean-Paul Louineau ce qu'il en pense, puisqu'il représente la région ici. Quelle complémentarité entre les deux, finalement. Donc, j'ai dit Jean-Paul Louineau, pardon. Oui, je suis confus. Non, c'est pas une private joke, mais voilà, ils sont deux frères, et Jean-Paul Louineau travaille beaucoup sur les énergies renouvelables, sauf que lui, il est en Vendée, à Saint-Hilaire-de-Riez. Jean-François Louineau, désolé, directeur du Conseil permanent de la transition énergétique et du climat, en charge du volet climat et énergie du SRADET. Alors, le SRADET, les étudiants qui sont là, ça y est, vous l'avez, cet acronyme-là, schéma régional d'aménagement, développement durable et surtout égalité des territoires. Ça vient d'être très bien dit par Christophe Picard à l'instant, l'importance de cette égalité des territoires et de cette solidarité. Alors, Jean-François Louineau. Réaction à ce qui a été dit, rôle de la région dans tout ça, quelle est la bonne maille pour intervenir et j'en doute pas, la bonne maille c'est la région, mais du coup, quelle complémentarité entre la bonne maille département et la bonne maille région? Alors, je vais essayer, au fil de ce qui a été dit, de reprendre par rapport à la dimension régionale ou la pensée régionale sur ce sujet. La pensée régionale aujourd'hui sur ce sujet va être exprimée dans quelques jours, puisque le 16 décembre, à partir de 17h, après le débat sur le budget primitif 2020, va adopter le projet de SRADET dans sa version suite à consultation des parties prenantes associées, les collectivités ici savent, l'enquête publique et tutti quanti. Et dans ce SRADET, il y a effectivement un volet climat et énergie qui est conséquent, conformément à ce qu'a souhaité le législateur. J'ai d'ailleurs entendu à plusieurs reprises dans les interventions ou les questions le fait que l'État dictait les lois. Je voudrais rappeler que ce n'est pas tout à fait comme ça la démocratie. L'État peut impulser, mais c'est un gouvernement qui impulse. Mais c'est quand même le législateur qui fait les lois. Et c'est ce que le niveau central a parfois du mal à tout à fait comprendre, et notamment dans le domaine de l'énergie, à sortir de la guerre. Je veux juste rappeler ça. Mais les lois sur l'énergie comme les autres, c'est quand même les parlementaires qui les font jusqu'à nouvel ordre, fussent-elles proposées par l'État lui-même, pris en charge par un gouvernement. Je referme la parenthèse, mais ça compte aussi dans l'histoire de l'énergie en France. Donc, le niveau du SRADET en matière de climat et énergie est très volontariste. Vous êtes un certain nombre ici à le connaître, parce que je reconnais pas mal de têtes qui ont participé à la phase d'élaboration, puisque ce SRADET, et c'est la seule chose que je vais dire, ce n'est pas la peine de parler des chiffres, parce qu'on pourrait y passer des heures. Le SRADET, c'est 2800 pages, donc chaque schéma se bat en nombre de pages, donc je ne parlerai pas de pages. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le SRADET, à l'image de tout ce qui vient d'être dit précédemment, a été co-construit. C'est-à-dire depuis juin 2017, à travers la mise à disposition d'une information factuelle, ce qui était une première. Rarement on donne des informations accessibles à tout le monde, il y a que les spécialistes qui les ont et qui les partagent. La première étape, ça a donc été en juin 2017 et septembre, la délivrance de 41 fiches pour porter l'information avec le plus de pédagogie. Et puis ont succédé en 2018 6 séminaires thématiques, 12 rencontres territoriales, un atelier technique de haut niveau, parce qu'il y a un moment où dans l'énergie, il y a quand même une affaire de données chiffrées et de modélisation. Le tout avec donc 460 co-constructeurs
Hein, ça n'a pas été un principe de consultation, c'était un principe de co-construction. 36 contributions écrites documentées et la publication, ce qui est une première parmi les régions de France, d'un cahier des acteurs qui a été remis, et il y en a ici qui voient très bien de quoi je parle, à l'ensemble des organisations et des participants, regroupant tout ce qu'ils ont dit, donné et partagé. Et ensuite, dans le SRADET lui-même, sera en annexe, ça c'est pour des raisons légales, une stratégie détaillée climat et énergie. Donc je m'arrêterai là-dessus concernant le SRADET. Suivez ça en ligne le 16 décembre à partir de 17h. À quelle heure ça se terminera, je ne peux pas vous le dire, mais visiblement un peu sous le sunlight. Et le projet est ambitieux. Et sa place du SRADET, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est pas d'encadrer, c'est de pousser à ce que le cap soit encore plus fort et plus ambitieux. Et la région, depuis la loi NOTRe, enfin MAPTAM, NOTRe, et puis 2 autres qui suivent, est chef de file. Et ce que les régions demandent aujourd'hui sur ce thème-là, c'est d'aller plus loin. C'est que fondamentalement, elles soient autorités coordinatrices de l'énergie, comme dans le domaine des transports. La loi l'a confirmé et le confirmera encore prochainement. Parce qu'on voit bien avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui que la solution n'est absolument plus une solution centralisée en matière d'énergie. Absolument plus. La centralisation de l'énergie nous amène sur un champ géopolitique qui crée et qui multiplie les guerres, l'affaire de l'énergie fossile au sens pétrolière. Et l'énergie fossile nous conduit, je donne toujours cet exemple, la première centrale nucléaire sortir de la guerre, Brennilis, au centre de la Bretagne, dans les Monts d'Arrée, oui. est toujours au stade du démantèlement. Et le décret du démantèlement phase 7 n'a pas été signé depuis 5 ans. Ce qui laisse au plan simplement économique un lourd passif pour les générations futures. Je ne parle même pas des aspects radionucléaires. Maintenant, par rapport à tout ce qui a été dit, et si je pars donc de votre gauche et à droite, je parle aux participants, ce qu'on peut souhaiter, et c'est l'esprit même de la région, c'est dans le cadre du prochain contrat de projet État-région, un partenariat plus soutenu entre la collectivité régionale et l'ADEME. Nous avons la chance en France, je pense, je le dis notamment aux jeunes, d'avoir eu une ADEME qui a résisté à tous les gouvernements depuis sa création. Et je peux vous assurer, si qui sont intéressés, je raconterai les épisodes, ça n'a pas toujours été triste. Mais là, depuis 3 présidentes, notamment de l'ADEME, dont la dernière, Arnaud Leroy, on a une ADEME qui est un établissement qui prend ses responsabilités et qui est dans l'avenir et non pas dans l'accompagnement du passé. Et donc, pour cette raison-là, la région souhaite qu'au titre du contrat de projet État-région 2021-2027, le partenariat avec l'ADEME puisse se renforcer. Et Cédric entend dans le détail, et derrière ce que je viens de dire, un certain nombre de points qui sont à caler, notamment sur les directions à prendre quant au fonds chaleur et aux fonds européens qui les complètent. Ils ne doivent pas les concurrencer réciproquement. Il y a des enjeux de quelques 50 à 100 millions d'euros pour la prochaine période, la petite blague. Donc ça, c'est pour la région un partenariat avec l'échelle régionale par un établissement de référence, l'ADEME. Concernant ensuite le rôle de l'État, et toujours en lien avec le SRADET, mais quand je dis avec le SRADET, avec le schéma dans le département, avec les projets des collectivités, le deuxième niveau, le deuxième point, c'est que l'État harmonise sa cohérence d'une vision globale. Ça donne quoi? Ça donne que quand l'État a la responsabilité devant les Français de faire en sorte qu'au-delà des déclarations où tout le monde s'est pressé pour apparaître sur la photo de l'accord de Paris en 2015, ne décline pas auprès de ses préfets les incidences directes de la mise en œuvre de l'accord de Paris, ça, c'est pas de la cohérence régalienne. C'est du jeu à la petite semaine. C'est très clair. Il faut donc que l'État, et je dis ça également en tant que citoyen, se responsabilise sur les obligations qui nous engagent.
Français et Françaises, 18 ans au moins, même pas nés d'ailleurs, parce que c'est eux qui vont payer la facture, à au moins tenir la cohérence au sein du pays. Et à l'échelle départementale, les DDT, les DDTM, c'est leur travail. Et nous avons proposé concrètement, ce que je ne vous parle pas en théorie, ça n'empêche pas de penser, mais je suis quelqu'un d'assez pratique. Au niveau du SRADET, nous avons eu l'initiative, il y a plusieurs mois, mais vous n'êtes pas sans savoir, notamment les élus, qu'il y a eu un changement de préfet dans cette région, Nouvelle-Aquitaine, et qu'avec la nouvelle préfète, le sujet est un peu plus simple qu'avec l'ancien préfet. Je dis les choses pour ce qu'elles sont, c'est factuel. Et donc, en conséquence, nous avons proposé que la collectivité régionale, les services en charge du SRADET, dont je suis, fasse point régulier pour une collaboration et une synergie avec les services de l'État à l'échelle du DDT. La première réunion a eu lieu il y a quelques semaines. J'ai corrigé le compte-rendu hier soir. Et donc, d'ici quelques jours, les services de l'État, que ce soit en régional ou en départemental, le recevront. Tout ça pour que quand une décision complexe à prendre par les services de l'État, et moi je comprends 1000 fois ce qu'a dit monsieur le directeur, elle soit prise à l'aube, là encore, non pas de sa complexité, mais de sa complexité et d'une cohérence globale de la décision qui a à être prise. Et vous verrez que dans le domaine des énergies renouvelables, pour ne parler que des ABF, je vous raconterai des très bonnes sur le sujet, comme des très heureuses, mais on verra les choses évoluer. On verra les choses évoluer. Donc c'est ce que la région souhaite et est en cours avec les services de l'État. Et on se réjouit déjà de la qualité des premières discussions qui ont eu lieu, mais qui sont des discussions pratiques, pragmatiques, parce qu'on est dans l'application. Et je vais vous donner, pour donner l'état d'esprit de la région sur le sujet, et que l'État, représenté par le conseiller, le chargé de mission Fabrice Sitterman de ces sujets au SGAR, près du préfet, il a été question de dire le SRADET, il y a des objectifs, des règles, tout ça est encore un document complémentaire, supplémentaire, etc., etc. Bon, comment on fait? Et donc, assez naturellement, culture très latine, on va créer un guide d'interprétation des objectifs et des règles. Bon, il faut que la discussion se fasse, donc la discussion s'est faite, et au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, ce stade-là est dépassé, vu les urgences, vu l'accord de Paris, on est en retard, vu tous les accords européens, enfin les directives, nous sommes en retard, on vous propose un guide d'application. Sur le jeu aujourd'hui de l'administration, c'est plus d'interpréter par le complexe ou par le plus, c'est d'appliquer par le mieux. Mais ça demande aussi que la décentralisation s'opère dans les têtes, tout en faisant en sorte que les pouvoirs régaliens soient conservés, parce que des bêtises locales, il y en a eu aussi de fait. Enfin, par rapport à ce qui a été dit par Énergie Demain, bon, je rajoute pas. Je voudrais simplement quand même, et il y en a quelques-uns qui me connaissent depuis longtemps dans cette salle, redire ce que j'ai dit dans d'autres contextes, y compris à Oreille, il y a très longtemps. Oreille qui est un magnifique petit bourg près de Limoges. L'éducation à l'environnement, c'est sympathique. Mais penser que éduquer les enfants, c'est la solution, est un trompe-l'œil et, pour ne pas dire, un mensonge. Parce que le vrai sujet, c'est que d'abord, pourquoi pas éduquer les enfants? Pourquoi pas éduquer non plus les bébés, j'allais dire, et choisir un biberon en verre plutôt qu'un biberon en plastique avec biphénol et compagnie. Mais les décisions, ce n'est pas les enfants et les jeunes qui les prennent. C'est des adultes d'aujourd'hui, sur des tranches de temps qui pèsent 30 à 40 ans. Vous construisez un bâtiment aujourd'hui où il y a énergie positive, et dans 80 ans, il le sera toujours, ou alors, vous le construisez aujourd'hui, et demain matin, il est déjà consommateur d'énergie, il est déjà dépensé pour la collectivité et tout ça. Donc, l'éducation à l'environnement, ok, mais ça passe par la responsabilisation première des adultes. On ne peut pas éternellement, comme on l'a fait depuis les années 60 et 70, disait Jacques Ellul, disait Bernard Charbonneau, etc., reporter aux générations futures des sujets dont on parle ce matin. C'est fini ce temps-là. C'est fini.
Hein, le réchauffement climatique, des chiffres ont été donnés ce matin. Pour les plus optimistes, les gens ont tremblé à les dire tellement ils n'y croyaient pas. Et les moins optimistes les ont dit en se disant pourquoi pas 7 degrés. Mais la réalité, il n'y a qu'à voir le parti pour million de CO2, le dernier pointage donc, par l'Office météorologique mondial la semaine dernière, nous venons de prendre 4 ppm, 4 parties pour million de CO2. Voilà. Nous sommes à près de 410. Donc le paquebot est plus que lancé. Et donc ça n'est pas aux enfants de prendre des décisions. Désolé de le dire aux adultes, dont je me sens à l'aise. C'est tout de suite maintenant et par les adultes. Et plus ils sont âgés, ça va aussi. Et plus on a une responsabilité de les prendre. Voilà. C'est la conclusion. Et puis, juste un tout petit mot pour dire qu'au niveau du syndicat de la Haute-Vienne, il y a un travail remarquable qui est conduit parce que dans un département qui est très disparate et très éloigné de la métropolisation, de mutualiser et de le faire sur des bases de solidarité, c'est une aventure humaine qui marchera. Voilà. Merci Jean-François Louineau pour cette vision à la fois globale et puis cette vision locale, régionale aussi de ce qu'il faut faire tout de suite, aujourd'hui et maintenant. La parole est maintenant à vous. Je me présente, Jean-Claude Fauvet, maire honoraire de Drou, voilà. Donc c'est Hyperloop. Conseiller général honoraire, ancien vice-président du Conseil général de la Haute-Vienne. Et je ne parlerai pas en tant que délégué du SIDET, SEHV, parce que je ne voudrais pas le mettre en cause. Alors, je vais vous annoncer tout de suite quelque chose qui va peut-être vous faire bouillir, mais peu importe, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Je suis contre l'installation d'éoliennes. Et je m'explique. Vous allez me laisser parler quelques secondes. D'abord... Madame, peut-être, moi je ne sais pas. Alors allons-y. Oui, vous avez l'intention de parler des éoliennes ou de leur poser une question? Non, des éoliennes. Si je ne peux pas parler, je m'en vais. Non, mais vous pouvez parler, mais bon, dites-nous un petit peu. Parce qu'on a parlé des éoliennes tout à l'heure. D'accord, allez, on y va. Alors, 2 minutes chrono. Vous avez vu en bas là? Allons-y, 2 minutes. 2 minutes. Alors, il y a un livre qui vient de paraître, tout nouveau, qui s'appelle « Éolienne, la face noire de la transition écologique » par Fabien Bouclé. Il a été reçu à l'Assemblée nationale par la commission écologique et les commissaires enquêteurs et la présidente des commissions enquêteurs étaient aussi invités. Ils ont brillé par leur absence. Bon, et vous aurez tout là. Et le deuxième point, je vais vite, la commission d'enquête des députés de l'Assemblée nationale, qui depuis 2 ans enquête sur les éoliennes, vient de dire qu'il fallait un moratoire. Voilà. Je pourrais expliquer beaucoup d'autres choses, hein, et vous verriez tous les lobbies, et même la mafia qui est dans les éoliennes et les lobbies. Merci d'avoir donné votre point de vue. Est-ce qu'il y a une autre question? Et vous ne partez pas tous sur les éoliennes tout de suite, hein, parce que ce n'est pas un colloque sur l'éolien. J'en anime beaucoup dans l'année, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. J'allais dire quelque chose, mais 80% des éoliennes sont installées par les gens d'EDF et d'Engie. Il faudrait leur poser la question à eux de savoir pourquoi est-ce qu'ils partent à fond dans des choses non rentables. Ça, c'est une question, je ne veux pas donner la réponse, mais pourquoi Engie, EDF et Total même maintenant, Total qui vient de racheter Direct Énergie, dans lequel il y avait Quadrant, qui a également racheté RN, pourquoi les 3 géants de l'énergie partent-ils sur une filière non rentable? Et ça, je ne comprends pas. Est-elle non rentable? Question là. Présentez-vous bien. Oui, André Dubois, maire adjoint de Saint-Thierry et conseiller communautaire. Moi, j'ai 2-3 petites réflexions et quelques questions. Tout à l'heure, on a parlé le SEHV a fait un maillage territorial au niveau des bornes électriques, qui me semble quelque chose de très intéressant, puisqu'on pourra se déplacer du nord au sud et de l'est à l'ouest dans tout le département. Mais on évoquait tout à l'heure les voitures électriques. Quand on voit le coût des voitures électriques par rapport aux voitures essence et compagnie,
on a beaucoup de questions à se poser. Et là-dessus, l'État n'est pas très brillant, puisque les aides, au lieu d'augmenter et de permettre aux gens d'en acheter, diminuent en permanence. Ça, c'est la première question. La deuxième, lorsqu'on est en zone rurale comme nous, et tout à l'heure ça a été évoqué avec Émoutier, on voit que les trains, bien évidemment, ils ne circulent plus sur certaines lignes, notamment la ligne Limoges-Brive par Saint-Thierry. Il y a entre Saint-Thierry et Obja, il n'y a plus de train. Donc on a mis des bus. Donc je ne vous dis pas le CO2. Donc voilà une autre question ou une réflexion. Et puis au niveau des aides, tout à l'heure vous parliez des aides. Les aides à l'heure actuelle de l'État, c'est bien joli de dire on met les bâtiments aux normes. C'est comme l'accessibilité. C'est un autre domaine. Mais les aides de l'État à l'heure actuelle, elles ne vont pas dans le sens d'aider les communes. Voilà. Merci, merci André Dubois. Alors, il y a 3 questions en fait. La première question, le coût des véhicules électriques. La fédération a publié un guide pour les élus, les collectivités locales, comment installer des stations de recharge hydrogène. Dans les véhicules électriques, il y a 2 grandes familles. Vous avez les véhicules électriques avec batterie lithium-ion et puis les véhicules électriques avec pile à combustible, donc réservoir d'hydrogène. Alors, position de la FNCCR et d'autres autour de la table sur ce coût des véhicules électriques. En effet, il y a un coût élevé des véhicules électriques. C'est un vœu des gros industriels d'aller vers ce sujet, notamment un industriel américain que tout le monde connaît ici, Tesla, Elon Musk, Tesla. Et donc aujourd'hui, on essaye d'aller justement dans des voitures hybrides, avec notamment BMW qui fait des voitures hybrides, avec Peugeot, des entreprises françaises qui vont dans ce sens, qui essaient de faire des voitures 100% électriques, Renault également. Donc si elles font des voitures électriques, c'est qu'il y a un engagement, un engouement international. Et c'est la raison pour laquelle aussi on défend ça. Puis on défend ça aussi pour le mix énergétique, parce que les voitures électriques, quelque part, bientôt, elles pourront être rechargées à l'énergie solaire, sachant que d'ores et déjà, c'est possible, notamment sur des parkings en ombrière, où on peut recharger ces voitures électriques. Ensuite, il y a également des voitures à bio-GNV, des voitures hydrogène qui sont en train d'être créées et qui sont en train d'être développées sur tout le territoire national. Oui, alors Jean-François Louineau et ensuite Cédric Sousse pour l'ADEME. Sans aller dans le détail de l'évolution du prix de l'automobile et tout ça, parce qu'il y a plein de facteurs, mais vous avez raison. Aujourd'hui, les véhicules électriques sont encore trop chers en comparaison des véhicules à motorisation thermique. Et les marques ont fait un choix, je ne suis pas leur directeur marketing, on fait un choix d'aller sur ce qu'on appelle les premiums. C'est-à-dire, en dehors de Renault avec la Zoé, qui n'est pas un premium, tous les autres développent des premiums, dont le prix moyen, dernière Audi sortie, dernière BM, est à 57, 63, 80 000 euros. Donc ça ne répond pas au final du véhicule électrique. Il faut souhaiter que sous l'influence de l'Europe, ce serait quand même son travail, notamment parce que la présidente de la Commission a pris un engagement pacte climat, que la dimension véhicule accessible électrique, quelle que soit la formule technique, puisse être dans une gamme moyenne. Moi, ce que je crains, parce que dans le SRADET, on fait des projections et on regarde ce qui se passe dans le monde, ce que je crains, c'est qu'une grande entreprise asiatique comprenne qu'il y a un positionnement qui rappellerait par l'électrique ce que Renault a réussi en succès commercial, qui est la Dacia, mais en électrique. Alors, Cédric, oui, au passage, Christophe Picard. On va rajouter par rapport aux 2 interventions et la très bonne question d'André Dubois, ça renvoie à une autre problématique, c'est pour nous, réconcilier le citoyen avec le consommateur. Aujourd'hui, on demande aux citoyens énormément de choses. On lui demande d'être vertueux, de respecter énormément de choses, de faire évoluer ses habitudes d'achat, de changer de produit, d'aller sur du véhicule électrique, d'aller sur du bio. Le consommateur, il ne s'y retrouve pas, c'est à chaque fois plus cher. Il faut absolument que le législateur ou que le décideur trouve des solutions pour que le consommateur soit en phase avec
la citoyenneté qu'on lui rappelle tous les jours. Cédric Sousse pour l'ADEME sur les véhicules électriques, et puis après ça, la DDT sur les aides de l'État. Oui, en 2 mots pour rappeler que le véhicule électrique n'est pas le seul substitut au véhicule qu'on a actuellement. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais depuis la fin des années 90, on a à peu près augmenté de 40% le parc de véhicules, de voitures individuelles en France. C'est le moment où on commence à avoir des problématiques de pollution atmosphérique en zone urbaine et ainsi de suite. Et pour autant, on n'a jamais autant de véhicules sur les routes. Et puis des véhicules qui sont plus lourds. La petite anecdote que je répète souvent, c'est finalement l'AX. En 93, ça consommait à peu près 3,6 litres au 100. Voilà, c'est à peu près la performance qu'on a maintenant, donc 40 ans après, avec des voitures hybrides qui sont beaucoup plus lourdes, donc beaucoup plus difficiles à transporter. Alors je disais, le véhicule électrique n'est pas la panacée. C'est pour l'instant ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement on n'imagine pas dans 20 ans quelles sont les sources de déplacement. Hybride, électrique, hydrogène, sans doute du gaz aussi en direct. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est même la propriété d'un véhicule, c'est pas le modèle d'avenir. Voilà, vous êtes sur un territoire qui est un territoire urbain, une zone urbaine de 200-250 000 habitants qui est Limoges Métropole. Des alternatives à la voiture individuelle, il y en a quotidiennement. C'est pour ça que tout le monde travaille sur des schémas de mobilité douce, de mobilité active, sur des transports en commun, parce que finalement, l'alternative à l'autosolisme, il existe. Voilà. Ça, c'est Limoges Métropole. C'est pas ce qui nous concerne sur l'ensemble du département. S'il ne reste que des véhicules thermiques sur le reste du département ou des véhicules électriques, ça arrivera à tenir. Mais ça veut dire aussi qu'il faut se priver, quand on a des sources alternatives de déplacement, il faut penser à se priver de ce type de véhicule. Puis je terminerai, alors sans vouloir forcément jeter la pierre à Bernard Delomenie, des solutions prises en charge par des collectivités de mutualisation de véhicules publics à des fins privées, c'est possible aussi. Ça diminue globalement le nombre de véhicules sur le territoire. On parle d'autopartage. Pour l'instant, on est sur des échelles qui sont assez petites sur le département, mais on commence à avoir des solutions comme ça, plutôt d'utiliser le véhicule comme un service et pas comme une propriété. Et c'est surtout là-dessus qu'on compte plus que sur la motorisation. C'est de bien gérer ce qu'on a déjà sous la main et globalement de réduire la consommation d'énergie qui est liée. Parce que le véhicule électrique et puis d'autres aussi, en termes de consommation de ressources, rien que pour le produire, c'est une denrée rare et une denrée limitée de toute façon dans le temps. Donc il ne faut pas imaginer remplacer un pour un à l'avenir. Merci d'avoir recité l'autopartage. Je voudrais vous citer un très bel exemple. Vous tapez sur Internet HYPE, H-Y-P-E. C'est l'exemple qui est à la fois d'autopartage et de véhicules électriques. Ce sont les taxis hydrogène qui circulent, qui viennent de passer là leurs millions de kilomètres. Il y a 120 taxis dans la région parisienne qui s'alimentent auprès de 4 stations de recharge, Orly, Roissy, Pont de l'Alma et puis une 4e. Et ces 120 taxis vont passer à 600 taxis là, pour les Jeux Olympiques. Et donc, ça n'est plus un chauffeur, un taxi, c'est un taxi, 3 ou 4 chauffeurs. Ça fonctionne un petit peu comme les vélos en partage ou les automobiles en partage aussi, sauf que là, ce sont des taxis en partage. Le gars qui commence sa journée, il regarde sur son application où est-ce que son taxi hydrogène le plus proche va se trouver, qui a été abandonné il y a quelques minutes ou quelques heures par un autre chauffeur, et hop, il le prend et il repart avec. Donc moins de véhicules, et en plus, ils n'émettent que de la vapeur d'eau. Tout n'est pas rose, tout n'est pas bleu, puisque les taxis sont facilement reconnaissables, ils sont bleus avec des nuages dessus, ils sont peints comme ça. Tout n'est pas rose, puisque c'est encore de l'hydrogène qui provient de vaporeformage industriel, c'est pas encore de l'hydrogène vert. Mais au moins, encore une marge d'escalier. Voilà, on a encore passé un cran. Alors, Didier Borel, il y avait une partie de la question sur les aides de l'État. Oui, alors je n'ai pas les chiffres exactement en tête. Ce que je peux dire sur ce sujet-là, c'est que ça relève de choix qui sont faits, bien évidemment, au niveau national, dans les stratégies de mise en œuvre et de gestion financière de cette question-là. Moi, ce qu'il me semble, c'est qu'il y a une politique de l'État qui vise à éliminer du parc de véhicules thermiques ceux qui sont les plus polluants. Ça bénéficie encore d'un accompagnement financier. Et pour ce qui est des véhicules électriques, il y a aussi un accompagnement financier. Mais je pense que c'est là la massification, si tant est qu'elle intervienne sur le parc de véhicules, qui permettra peut-être progressivement d'en faire diminuer le coût. Alors après, je ne sais pas s'il sera équivalent à celui de véhicules thermiques, mais on est sur des pentes qui vont à un moment donné se croiser entre le thermique et l'électrique, à la fois dans le coût et à la fois dans le nombre.
Renault lui-même a annoncé qu'il était parti sur la Zoé et qu'ils allaient partir là sur véhicules hydrogène. Et il y a toujours cette histoire de fait de poule, c'est-à-dire ça coûte cher, on n'en achète pas beaucoup, on n'en achète pas beaucoup, ça coûte cher parce qu'il n'y a pas d'effet d'échelle. Qui veut répondre sur la partie de la question qui concernait le remplacement des trains par des bus? Tout le monde? Très bien. Pas plus que ça. Jean-François Lehino pour la région se lance. Je ne vais pas remplacer le vice-président Renaud Lagrave en charge des transports par le train, donc les transports dits interurbains, dont le train et les cars régionaux. Le sujet n'est pas simple, et nombre d'élus ici le savent, parce que quelque part, le réseau, mais c'est global en France, le réseau ferroviaire a été négligé pendant plusieurs décennies au sens de ses infrastructures. Et comme vous le savez, la collectivité régionale, dont ce n'est pas la compétence, et sans en être propriétaire, et parfois de caractère exceptionnel avec l'aide de quelques départements, soutient, avant même de faire rouler les trains, la rénovation des infrastructures. Je n'ai pas besoin de dire ce qui s'est passé depuis 12 ans sur la voie ferroviaire Limoges-Poitiers. Sur ensuite des véhicules, donc motrices ou bus, qui soient moins polluants. Comme vous le savez, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont en cours de façon très pratique, parce qu'il y a des lignes notamment autour de Bordeaux, mais il y en a également en Lot-et-Garonne. Ça m'échappe s'il y en a une en test en l'ex-Limousin, mais je ne crois pas. Donc il y a des choses sur un biocarburant, enfin un agrocarburant qui est par ailleurs produit lié à la viticulture. Et puis il y a un financement des régions actuellement Occitanie, Nouvelle-Aquitaine sur l'acquisition de motrices TER à hydrogène. Et puis il y a le financement de la région au titre des entreprises ou au titre de la recherche-développement pour l'enseignement supérieur pour soutenir tous les travaux scientifiques liés à la production d'hydrogène, dit hydrogène vert, hein, comme tu l'as dit Philippe, parce que pour l'instant il est pétrochimique à 99%. Donc il y a une succession de choses comme ça qui s'opèrent, mais le cadre du plan national hydrogène, qui d'ailleurs a été confié à l'ADEME dans sa gestion, Cédric, si je ne me trompe pas, depuis les déclarations de Nicolas Hulot, il y a maintenant 19 ou 21 mois de mémoire, n'est pas pleinement opérant quant à sa mise en œuvre entre le lien entre l'État et les collectivités régionales pour que la R&D et le passage au prototype et l'industrialisation soient suivis d'effets. Voilà, donc il y a encore entre l'État et les collectivités des calages à faire pour aller plus vite. Merci pour cette réponse. Je vois l'heure qui tourne. Une dernière question de la salle. Je ne vous ai pas beaucoup entendu, les étudiants, là. On a l'impression qu'il n'y a pas de jeunes dans la salle. Vous avez eu des cours, des interventions, des conférences sur tous les sujets. Du coup, tout va bien? Bon, il y a une question ici, là. Oui. Hein? J'ai redoublé longtemps. Jacques Barry, le maire de Riac-Lastour. Donc, nous avons essuyé les plates pour, en ce qui concerne, vous le savez, enfin, où joue la danse, en ce qui concerne les éoliennes. Je ne partage pas tout à fait votre point de vue, mais ça, chacun a le droit d'avoir son avis. Vous aviez dit que Chirac avait dit que la maison brûlait il y a longtemps. Il est parti. Et malheureusement, on a de moins en moins d'eau pour l'éteindre. Et donc, il va falloir réagir vite. Et ça, je crois que vous êtes tous responsables, puisque vous avez un échelon supérieur à moi. Et je crois qu'il va falloir aller vite. Il va falloir, quand je vois que pour l'éolienne, il a fallu 10 ans, avec un moral de fer. Et je remercie ceux qui ont participé à la commune pour le faire, parce que moi, j'avais plus le moral. 3 fois, on nous avait dit c'est bon, et puis c'était plus bon. Donc, on a réussi grâce à une personne qui était députée à l'époque et qui a poussé la machine, et je l'en remercie. Le seul problème, il va falloir aller vite. Il va falloir que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'ABF a un rôle. Et nous, vous savez qu'on a un château à Riac-Lastour, et il faut le préserver, je suis pour. Et le seul problème, c'est qu'il faut vivre avec son temps. Et le château doit rester, mais l'éolienne doit arriver. Et il doit y en avoir d'autres. Parce qu'on nous a fait baisser notre éolienne de 35 mètres. 35 mètres aujourd'hui avec une production
de 15% moins. On n'a plus d'argent à distribuer, mesdames, messieurs. Il va falloir que tout le monde il va falloir faire au plus facile, de façon qu'on puisse arriver à faire quelque chose et dépenser normalement. Donc on a fait un projet qui nous coûte cher. Aujourd'hui, il est limite à être viable à cause de toutes ces normes qui nous ont empêché de le mettre au plus haut. Aujourd'hui, il serait viable. Donc il va falloir parler à tout le monde. Je vais vous dire, on a fait un logo à la commune, un logo où on a mis nos 2 églises parce qu'elles sont classées, elles sont là. On a mis notre château parce qu'il faut le garder. Et puis dessus, on a mis l'éolienne. Et je crois qu'il est significatif. Et je crois que vous vous orientez, messieurs et mesdames, à ce genre de choses. Parce que qu'on le veuille ou non, il va falloir faire quelque chose. Hein. Parce que c'est peut-être pas l'éolienne. Nous, au niveau de la commune, on a quand même une éolienne. On a quand même des panneaux. On a limité l'énergie le soir pour l'éclairage public. Et puis je crois qu'on est dans le bon sens. Et puis ça n'empêche personne de vivre. Mais il faut s'orienter vers ça. Voilà. Juste une question. L'éolienne, la hauteur a été limitée à cause du château ou à cause de l'armée, de l'aviation civile? Non, attendez. Elle a été à cause du château. Il ne fallait pas voir les pales depuis le bourg et le château. D'accord. Voilà. Bon, si le châtelain est dans la salle, il a un droit de réponse. Le châtelain n'a plus mal aux dents, mais on veut encore garder le château parce qu'il nous amène quand même beaucoup de monde. L'éolienne aussi, donc je crois qu'il faut que tout le monde puisse vivre. Voilà. Merci pour cette question qui était plus un témoignage. Quelqu'un veut réagir? N'hésitez pas. Non, enfin, ce que Monsieur le maire dit, ça confirme ce que je donnais l'exemple d'une vision par l'administration qui soit certes dans la complexité qui fait aussi notre démocratie, hein, tout de même, mais dans une vision cohérente. Et je vais juste dire une anecdote. En Poitou-Charentes, parce que je suis un ex-directeur de Poitou-Charentes, on avait réuni une fois les ABF autour du sujet des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. La grève prenait assez mal, je dois vous dire, mais bon, voilà. Et il y a un moment, la chose m'a tellement énervé, mais je ne l'ai pas laissé paraître. J'ai dit à un ABF qui était sûr de ses prérogatives et de son pouvoir, surtout, de son pouvoir avec un grand P. J'ai écouté, vous connaissez Sarlat. Sarlat fait partie des lieux pour lesquels un ABF passe une partie de quelques jours de formation. J'ai dit, savez-vous pourquoi les toits ont la pente qu'ils ont? Et avant même qu'il ait pu répondre, je lui dis c'est pour une raison purement d'esthétisme. Alors il sentait bien qu'il y avait anguille sous roche, et je lui ai dit l'esthétisme était basé sur les principes suivants: les charges de force sur la taille du bâtiment. C'est tout. L'esthétisme de Sarlat, c'est parce que la LOSE impose d'avoir une certaine pente pour annuler les charges. Les compagnons en savent quelque chose pour avoir compris les cathédrales. Donc si on considère que la LOSE d'aujourd'hui est un panneau photovoltaïque, il faut considérer l'esthétisme au rang du produit et des matériaux que l'homme a lui-même créés. Cédric Sousse. Oui, alors c'est d'abord pour saluer Jacques, que je n'avais pas vu avant son intervention, Jacques Barry. Mais déjà, moi je trouve qu'il est important. Alors, à la fois la commune de Rilhac-Lastours, que ce soit la communauté de communes Pays de Nexon-Montchalut. Parfois, on a besoin d'étendards aussi pour montrer ce que la transition ou les transitions énergétiques et écologiques représentent. Voilà, des gens qui expérimentent, des gens qui testent. Alors, je les cite eux parce que Jacques s'est exprimé, mais on a sur le territoire, sur chaque collectivité, on a une expérience qui est une expérience vraiment en avance, qu'on est capable de valoriser au niveau régional, au niveau national, dont on arrive à parler, faire témoigner. Et je trouve qu'il est important à la fois d'avoir des élus qui savent exprimer aussi comment ça se passe chez eux, pourquoi ils l'ont fait, leur réussite. On est aussi dans une phase où on est en train de transmettre. On a une vingtaine de territoires qu'on accompagne au niveau régional, qu'on appelle des territoires TEPOS. C'est bien, c'est des territoires qui expérimentent, qui vont un petit peu au-delà du minimum, qui vont vers la transition énergétique, ils s'y engagent dès maintenant. On est en phase de transmission des bonnes expériences de ces territoires. Comment faire pour qu'un plan climat aujourd'hui généré perde un peu moins de temps à réfléchir et on passe un peu plus à faire? Parce que je pense que vous l'avez tous retenu, mais les plans climat, vous êtes en train de les voter. Et après, il va falloir les mettre en œuvre. C'est là aussi où ça va être un peu plus long et plus compliqué. Vous avez donné la direction, maintenant il faut le mettre en œuvre. Et on a besoin d'avoir des collectivités qui arrivent à transmettre à leurs pairs leur réussite. Leurs échecs aussi parfois, mais leur réussite. Voilà. Et ça, c'est
en particulier, je tiens à remercier vraiment cette communauté de communes et puis la commune de Rilhac-Lastours parce qu'on s'appuie vraiment sur eux pour tout ce qui est énergie citoyenne assez régulièrement. On fait appel à eux assez régulièrement sur ces sujets-là parce qu'il y a vraiment des choses à montrer et à valoriser. Voilà. Alors je les ai cités eux, mais encore une fois, on a le pendant sur d'autres sujets dans toutes les intercommunalités du département. Merci Cédric Sousse. Juste pour rebondir sur Oui, le plan Adrien climat. Voilà, le plan climat, c'est quand même une action citoyenne, hein, donc c'est la participation aussi des citoyens. Parce que tout à l'heure, il y avait une question sur les citoyens, comment ils peuvent agir. Et ben, tout simplement en allant à ces réunions, en participant, en allant à ces plans climat, et en émettant des vœux, en rédigeant des questions, en rédigeant aussi ce qui peut être fait. Et je voulais terminer et conclure rapidement aussi sur les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, donc les jeunes sont aussi la promesse de demain. Monsieur Louineau, tout à l'heure vous disiez également que voilà, c'est les adultes qui prennent les décisions, mais les jeunes sont là. Je pense qu'il faut rassembler toutes les forces vives, et les jeunes et les adultes. Et les adultes, certes, prennent les décisions, mais ils peuvent avoir aussi des bons échos et des bons retours d'expérience. Des jeunes qui travaillent également sur la data, sur la gestion des données, qui peuvent avoir un éclairage aussi particulier et dynamique là-dessus. Voilà, merci. Merci Adrien Seroun, ce sera le mot de la fin. Restez assis. Merci messieurs pour votre participation à cette table ronde. Je vais laisser la parole au président pour quelques mots de conclusion et de conclusion de la matinée. Tout n'est pas terminé. Je vous remercie tous, mesdames, messieurs, pour vos interventions très intéressantes et très riches. Vos propos, je m'en suis aperçu, étaient des propos experts, complémentaires, qui sont venus enrichir toutes nos réflexions. La salle a participé aussi, et c'est une très bonne chose. Il illustre aussi bien tous nos moyens d'action, les atouts, les contraintes que nous rencontrons, les leviers qu'il nous reste à mobiliser pour passer de la stratégie à l'action. C'est ça le plus difficile, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent, et les actes aussi se perdurent. Vos propos appuient et confirment ce que nous pressentions. La clé de la réussite de cette transition énergétique passera par l'écoute des populations, indispensable, par la solidarité des experts et des structures, mais aussi par la mutualisation des compétences et par la complémentarité entre les territoires. Nous allons poursuivre cette journée de la Convention des territoires pour le climat, l'air et l'énergie en Haute-Vienne. Nous avons fait découvrir ce matin les travaux réalisés par le syndicat Énergie Haute-Vienne, les intercommunalités et tous les partenaires experts de la transition énergétique. Ces interventions et ces échanges vous ont convaincu, je l'espère, de la détermination de nos territoires à œuvrer pour la réussite de cette transition énergétique locale. Cette seconde partie nous rappellera à tous les enjeux urgents de la réussite de ce projet avant de se concrétiser par la signature vers 16h de la convention elle-même par le syndicat Énergie Haute-Vienne et les 13 intercommunalités de notre beau département qui fait toujours, je crois, partie de la région Limousin et de la nouvelle région Aquitaine. Et pour commencer, nous allons avoir le plaisir et l'honneur d'accueillir dans quelques instants Monsieur Jean-Louis Etienne. Mais avant de l'inviter à nous rejoindre ici, je vous propose et nous vous proposons une petite vidéo d'introduction de cet éminent explorateur. À 64 ans, ce médecin explorateur, comme il se définit lui-même, a un parcours assez singulier. Il a débuté par une formation de tourneur-fraiseur avant de se lancer dans les études de médecine. Par goût de l'aventure et de la recherche, il participe à de nombreuses expéditions dans l'Himalaya, au Groenland et en Patagonie. Amoureux passionné de la montagne, il ne délaisse pas pour autant les océans et devient l'équipier d'Éric Tabarly lors de la course autour du monde. Par la suite, Jean-Louis Etienne cède à l'appel des pôles. Il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. C'est alors le début de 20 années d'expédition. Infatigable défenseur de la planète, il prend la décision de réaliser des conquêtes afin de sensibiliser le public sur les questions écologiques. Persévérer est son mot d'ordre. Il réussit entre autres à traverser la plus longue de l'Antarctique en chien de traîneau.
Il est également le premier homme à traverser le pôle Nord en ballon dirigeable. À la pointe de l'innovation, il partira prochainement autour de l'Antarctique à bord de son célèbre Polar Pod. Donc, mesdames, messieurs, après avoir vu cette courte vidéo, mais instructive vidéo, avec un homme dans la souffrance, mais aussi dans l'action, je vais vous demander d'accueillir sous vos applaudissements Jean-Louis Etienne. Bonjour. Je tiens d'abord à féliciter votre initiative départementale. Parce que je sillonne pas mal, je parle beaucoup de transition énergétique, tout le monde en parle. Et j'ai l'impression que vous avez pris ça à bras le corps, parce que le plus difficile, c'est de le mettre en exercice, de le mettre à l'épreuve, de le réaliser, de le réussir. On n'est plus effectivement aujourd'hui dans les supputations, mais je vais vous en parler d'une manière illustrée. L'atmosphère, c'est une fine enveloppe, mais très très fine enveloppe autour de la planète. Vous partez du centre de rotation de la Terre. Hein, il fait très chaud là. Centre de rotation de la Terre, vous faites 6500 km. Vous arrivez à Limoges, dans cet amphi. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. C'est le trait, vous voyez, c'est l'épaisseur du trait. C'est 10 kilomètres. Donc on a eu longtemps l'impression qu'on pouvait tout le temps envoyer là-haut, que ça partait dans le cosmos. Ben ça non, ça reste là. Ça ne va pas plus loin, ça reste là. Donc, en un siècle, vous voyez, la teneur en gaz carbonique est passée de 0,03% à 0,04%. Ça vous donne une idée de la capacité du pouvoir à effet de serre du gaz carbonique. Le gaz carbonique, on en parle sans arrêt, le dioxyde de carbone, un peu usé en bouche, il faut en parler. Mais c'est un gaz qui a une capacité d'effet de serre extrêmement puissant. Le petit 0,3 là que vous voyez, ça c'était avant l'ère industrielle, c'est ce qui nous a permis d'être là. C'est le gaz carbonique, entre autres, mais surtout lui, qui a créé l'effet de serre originel. S'il n'y avait pas eu l'effet de serre, on n'existerait pas, parce que la température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 18. Cet effet de serre qui est dit gaz carbonique, à l'humidité, etc. Mais le gaz carbonique a permis donc à la vie d'exister. Et à l'heure actuelle, on dégaze énormément de gaz carbonique qui s'accumule. Donc aujourd'hui, on arrive à 0,04%. Vous voyez, c'est pas grand-chose, quoi. Quand vous regardez bien, on est passé de 0,03 à 0,04. On peut se dire, pas grand-chose. Mais avec ça, on a pris 1 degré. Personne ne peut percevoir une élévation moyenne de la température en un siècle de 1 degré. C'est une mesure scientifique qui date de 1870, ça a commencé à ce moment-là. Donc on a perdu un temps fou en laissant discuter des gens sur t'y crois pas, et tu crois toi que... Voilà, c'est une réalité, 1 degré en un siècle, il n'y a pas de discussion là-dessus. Tout le monde a l'air d'aller bien, là. Peut-être vous, que tu es en train de vous enrhumer, là. Mais tout le monde a... Président, il s'enrhume. Tout le monde à peu près à 37. C'est notre température, là. 38, c'est 1 degré de plus. On appelle ça une fébricule en médecine. Petite fièvre. Elle a ça, la Terre, aujourd'hui. Il faut bien comprendre que pour réchauffer cette surface de terre et des océans, la surface de 1 degré, il y a une quantité de chaleur accumulée énorme. Nous sommes faits à 65-70% d'eau. Vous voyez ? Quelqu'un qui fait 65 kilos, par exemple, il y a 50 kilos de flotte à chauffer. Vous voyez, pour élever de 1 degré 50 kilos d'eau, ben, il faut pas mal d'énergie. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent, là, qui font comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour réchauffer de 1 degré la surface des océans et de la planète, il y a une énorme accumulation de chaleur. 39, là, on est mal. Ça fait 1 degré de plus. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. On ne sait pas où on va. 39, ça va être des transformations que l'on sous-estime peut-être, mais enfin le GIEC nous alerte, et ils ont raison.
On ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ramener ça. Voilà. Et en médecine, c'est pareil. Moi, j'ai été médecin pendant quelques années. Et il faut aller voir le docteur. Il a de la température, il n'est pas bien, il a 38, voilà. Et puis c'est une fièvre chronique. Et un jour, bam, il y a un truc qui se passe, une petite complication. Voilà, nous sommes à l'orée des complications du changement climatique. En fait, au début, il y avait un petit film sur vous, et je voulais savoir, donc il disait que vous allez retourner au pôle Nord avec le Polar Pod. Oui. Et je voulais savoir ce que c'était exactement, en fait. Quel type de bateau? Comment est-ce qu'on peut séjourner sur un océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort? C'est le principe de ce micro-là. Il me dit il faut descendre profond. Quand la mer souffle, ça creuse, ça fait des vagues. Le bateau, en général, il est posé à la surface. Vous voyez, donc il bouge parce qu'il y a des vagues, etc. Mais si vous descendez avec une sorte de quille profonde qui va descendre à 80 mètres, vous êtes pris dans des eaux stables. Et à la surface, il faut que l'eau passe passer sans nous percuter. C'est un treillis, vous voyez, un treillis, donc l'eau passe facilement, les vagues nous passent facilement, et dessous on a 80 mètres. Alors il n'y a pas de moteur, c'est le courant qui nous entraîne, comme ça, on habite là-haut, ça fait 20 mètres, voilà, et on va être amené à l'horizontale, on n'a pas de bateau, on n'a pas de moteur, donc c'est un remorqueur qui va nous... On n'ira pas là où il y a des icebergs, moins loin, on part de l'Afrique du Sud. Ça fait 100 mètres de long, ça fait 1000 tonnes, c'est un truc, vous voyez, et on va ballaster, c'est-à-dire on ouvre des vannes, des réservoirs, petit à petit, on va basculer et passer à la verticale. Et une fois qu'il est à la verticale, on monte à bord et on habite. Alors on aura 6 éoliennes, pas 3, 6, on est autonome en électricité parce qu'il y a du vent, et on va habiter, il y a 4 étages, voilà, ça vous donne une idée de ça. Alors on a l'impression que ça remue beaucoup, en fait pas du tout, c'est hyper stable. Il y aura 8 personnes à bord, il y a 3 marins et 4 ingénieurs scientifiques. On est la station océanographique internationale. C'est un peu comme la station spatiale où il y a beaucoup de capteurs et peu de monde. Là, c'est pareil. Et donc, on a fait des études du mal de transport. Et ça pilonne un petit peu comme ça, doucement. Et ça fait des mouvements comme ça de temps en temps. Et c'est 0,3G, c'est-à-dire c'est l'équivalent quand vous allez dans le TGV au bar, vous voyez, et que vous revenez avec le café, de temps en temps, vous avez ça. C'est exactement ça. 0,3G, c'est ce mouvement, on appelle ça un mouvement de lacet. Voilà, donc c'est très stable. Pourquoi on y va, en fait? Je ne vous ai pas dit pourquoi on y va. 4 choses. 1, la mesure principale, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, la capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique. Le CO2 se dissout surtout dans les eaux froides en priorité. Vous voyez? Donc, quelle est sa capacité? On ne sait pas. Donc, on sait que c'est un élément important de la régulation du climat, par sa capacité à absorber le CO2. Deuxièmement, il y a le silence à 80 mètres sous l'eau et on n'a pas de moteur. On va mettre des micros comme ça sous l'eau. Et par acoustique, on va faire un inventaire de la faune. On connaît la signature sonore de toutes les espèces et en écoutant, on fait un inventaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un inventaire le jour, la nuit, partant de brouillard. Vous voyez, on a toujours accès à la faune par acoustique. Troisièmement, on valide des mesures satellites sur cet océan. La hauteur des vagues, la température de l'eau, la couleur. Parce que les satellites mesurent ça, mais les satellites ont besoin de calibrer régulièrement la mesure. Et quatrièmement, impact des activités humaines, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, microplastiques, contaminants, pesticides, etc., analyse chimique. Voilà, ce sont les 4 sujets. Normalement, on part en 2023. Donc, en votre nom et surtout au mien, je remercie chaleureusement M. Jean-Louis Etienne pour son intervention brillante, qui nous rappelle à tous les enjeux forts que nous devons avoir en tête, ici, aujourd'hui et demain. Je rappelle d'ailleurs que les pays se réunissent en ce moment même à Madrid pour la COP 25, et je pense sincèrement que nous avons tous notre rôle à jouer à notre échelle. Je ne sais pas si tous les pays jouent le jeu, mais on va essayer, nous, ici, en tant que département, de faire ce que l'on peut. En tant que structure publique, nous devons nous montrer l'exemple, et c'est ce que nous faisons, je pense, aujourd'hui. C'est pourquoi, dans l'aboutissement de cette journée, je vais inviter dans un instant les représentants des intercommunalités de la Haute-Vienne à venir me rejoindre pour signer la Convention des territoires. Voilà, comme vous le voyez, pendant que je parle, on organise la scène, et c'est bien comme cela. Et je vous rappelle que par cette convention, les territoires
portent une vision commune à l'article 1. Les signataires s'accordent sur la nécessité d'aller plus vite, plus loin, contre le changement climatique, en diminuant la consommation d'énergie, en accélérant la production d'énergie renouvelable et en optimisant la séquestration de carbone sur leur territoire, en renforçant leur capacité à s'adapter aux effets du changement climatique et en permettant à leurs citoyens d'accéder à une meilleure qualité de l'air comme à une énergie sûre, durable et abordable. Ils reconnaissent la stratégie départementale de transition énergétique présentée ce matin comme le référentiel pour les grandes orientations stratégiques de la planification climat, air, énergie, et ils mutualisent les outils et les moyens pour sa mise en œuvre. Par cette convention, les territoires s'engagent sur les objectifs chiffrés et ambitieux à l'horizon 2050, comme l'a explicité M. Jean-Louis Etienne, réduire les consommations énergétiques de moins 44% à l'horizon 2050 par rapport à 2015, réduire les émissions de gaz à effet de serre de moins 52%, atteindre une réduction globale des émissions de polluants de moins 27%, faciliter le raccordement de nouveaux projets et l'acheminement de l'énergie produite en périphérie, augmenter de plus de 46% la production d'énergie renouvelable, en accroissant la production d'électricité d'origine renouvelable et en promouvant la production de biogaz, enrayer le phénomène de déstockage carbone sur le territoire des aires urbaines et s'appuyer sur les caractéristiques naturelles et agricoles du territoire pour développer la séquestration carbone. Anticiper et favoriser la résilience du territoire de ses activités aux effets du changement climatique. Améliorer le cadre de vie et les conditions de vie des habitants de la Haute-Vienne en renforçant la mobilisation et l'adhésion de l'ensemble des acteurs du territoire et en luttant contre la précarité énergétique. Voilà, je remercie encore les élus, les agents et les partenaires qui ont fait, qui font et qui feront exister cette transition énergétique locale, concrète et réaliste, mais aussi ambitieuse et volontaire. Car je tiens à l'affirmer ici, cette convention n'est pas un aboutissement en soi, mais c'est bien sûr un point de départ, une feuille de route pour passer à l'action. C'est un engagement fort tourné vers demain.